Ils sont partis dans les couloirs du temps. Ah eh ben, salut à tous, on se retrouve pour un épisode des couloirs. Avant toute chose, salut Messaya, comment tu vas? Ça va très bien, fatigué mais ça va bien. Moi aussi ça va, là on est un petit peu dans les orages là aujourd'hui parce qu'on tourne vendredi pour une diffusion lundi quand vous êtes en train de l'écouter et là on est au moment où ça pète un petit peu partout en France. Et ça pétarade. On espère qu'il va faire un petit peu moins chaud. Alors, cette émission aujourd'hui, c'est pas la suite d'Hulk Hogan. On va se laisser un petit peu de temps passer. On va laisser une semaine entre chaque partie pour vous le donner un peu, que vous n'ayez pas Hulk Hogan pendant 18 émissions d'affilée. Quoi, Brother. ça va faire beaucoup, brother, ouais. I'm not Hulk Hogan, brother. Mais du coup, déjà, je vous remercie pour les retours que vous avez fait sur la vidéo d'Hulk Hogan. Vraiment, dans les commentaires et tout, vous avez été tous super bienveillants. Par contre, Messaya, t'as quand même, je pense, décrit la première carrière, si tu me permets l'expression, d'Hulk Hogan d'une manière exceptionnelle. Merci. Parce que c'était vraiment cool et surtout que c'est une partie d'Hulk Hogan qu'on connaît moins. Oui, comme je le dis, en fait, en sous-jacent, c'est la carrière de Terry Boulder. Ouais, voilà, là c'est pas du tout Hulk Hogan, c'est bien dit. Donc c'était très intéressant, on se retrouvera très prochainement où là tu vas vraiment rentrer dans la Hulkamania. Oui. Donc là ça va être cool. Les amis, comme d'habitude, il y a toujours tes lives qui sont disponibles. Là on n'oublie pas le mardi soir, s'il n'y a pas de match de Coupe du Monde. Mais là la Coupe du Monde, de toute façon, ça y est, elle est finie. Parce que je sais même pas la finale, c'est quoi la finale? Parce que je compte pas regarder. Et de toute façon, on connaît déjà le vainqueur. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre des j'aime, des commentaires et de faire vivre cette émission parce qu'on en a besoin. Parce Des qu'on Netty Boost aussi. des Netty Boost parce qu'on est toujours. C'est aussi un petit peu pour ça. Je me permets, je vais vous le dire comme ça, vous savez un petit peu comment ça se passe en sous-jacent. Comme on est toujours sous le coup d'une restriction de 90 jours, on est sur la fin, il reste encore un petit mois. Ouais, d'avertissement, ouais. Les vidéos sont beaucoup moins proposées. J'en ai parlé avec un autre ami à nous qui fait aussi des très bonnes émissions, à savoir l'envers du ring, qui avait aussi été sous une restriction. Les propositions de ces vidéos à la fin de sa restriction, elles ont explosé à plus de 66%. Donc là, on est passé à des émissions, si vous voulez, qui étaient proposées entre 20 et 30 000 fois sur YouTube. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 5 ou 6 000 fois. Donc on compte sur vous qu'au moment où la restriction est levée, de refaire vivre les dernières vidéos que vous avez le plus aimées, Voilà. pour que les gens tombent dessus et suivent les séries suivantes. Et comme cette restriction, elle va prendre fin aux alentours, je crois, milieu du mois d'août, à peu près. On aimerait bien que Hulk Hogan profite de la fin de cette restriction. C'est pour ça qu'on va se permettre, entre chaque numéro d'Hulk Hogan, de vous Comme ça, on proposer prolonge autre dans chose. les semaines. Ça prolonge dans les semaines, puis on a aussi AJ Styles qui est prévu. On aura aussi certainement un autre catcheur. Peut-être on verra bien entre nous deux. Ouais, j'ai 2-3 idées. Voilà, donc, tranquillement, ça avance. Messaya a aussi fait une émission très sympa, mais tu vas en parler dans l'émission d'aujourd'hui, hein. Ouais. Mais un petit peu pour le J1 Climax, Oui, où tu as un petit peu expliqué ce que c'était ce tournoi, très intéressant. oui, merci aux gens. Forcément, je savais qu'elle allait faire moins de vues qu'un épisode classique des couloirs, mais j'avais très envie de le faire parce que pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, et les gens qui sont déjà sur le Discord le savent, je compte couvrir tout le G1 Climax de cette année. Donc du coup, de faire les shows en direct quand c'est possible, ou de les rediffuser à plusieurs jours de la semaine en fait. Et puis en plus, il y a des fois, Ça s'enchaîne, hein. et puis c'est des fois ça sort 2 jours, parce que je crois que j'ai vu là Non mais c'est même pas 2 jours, là c'est Oui, non, pas mais- enchaîné, je sais pas combien de jours. Je sais que des fois c'est sur plusieurs jours, c'est sur plusieurs semaines d'affilée. La première fois c'était à Chicago. Maintenant c'est full Japon. Ouais. Là, pour ceux qui écoutent, il y a déjà eu la journée 2 et la journée 3 qui Mais était ça, samedi et elles dimanche. étaient, voilà, l'une à la suite de l'autre. Et il me semble, ça rattaque déjà mardi, mercredi. Ouais, En voilà, fait, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. C'est très souvent 2 jours d'affilée. Des Voilà, fois, il y a c'est un ça. trou entre les deux. C'est du 13 juillet au 15 août, en gros. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'est dit dans cette émission, on s'est dit qu'on va parler un petit peu. Ça fait longtemps, on l'a pas fait depuis WrestleMania. On va essayer de rester un peu plus. On va pas vider notre sac comme on l'avait fait pour WrestleMania. On va se poser des petites questions puis on va essayer de voir y répondre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour peut-être améliorer un petit peu le business ou qu'est-ce qui fait aussi que nous, on a du mal à se retrouver dans ce business. On va essayer de pas faire que du crachat sur WWE parce que finalement, on le fait. Rejoignez les lives pour ça. Voilà. Même si on va quand même certainement revenir sur 2-3 points. Ouais. Et puis on va parler un petit peu aussi de la EW, un peu de tout ce qui se passe. Le but c'est vraiment de faire une petite conversation comme ça sans filtre, se faire plaisir, parler de sujets qui nous tiennent à cœur dans le monde du catch bien sûr. Et puis si l'émission dure 1h30, elle dure 1h30, si elle dure 1 heure, elle dure 1 heure. Vous le savez déjà. Et, Le but, c'est de se faire plaisir. et c'est surtout, en fait, ce concept-là, je sais que vous l'aimez bien. Oui, Nous, on l'aime beaucoup aussi. Oui. Et ça permet à Thomas et moi de discuter justement, parce que comme Thomas ne participe pas au live, oui, dans les lives, on va dire, ces sujets sont régulièrement traités.
mais là je donne part à la communauté de donner leur avis. Là, en faisant cette discussion-là, moi ça me permet d'étayer un peu plus mon avis que vous entendez déjà dans les lives, et surtout de faire un échange avec Thomas et que vous ayez son avis aussi. Ouais, et puis on a de temps en temps, on a des discussions par téléphone, et puis après l'intro va se terminer, puis on va tranquillement commencer avec une première question. Ah, mais c'est notre marque de Oui, fabrique. c'est vrai. Mais on discute, et voilà, je sais plus ce que je veux dire, on discute par téléphone, et des fois on a des sujets par téléphone tous les deux qui sont très très pertinents. Moi, la dernière fois on a parlé un petit peu des vétérans dans le monde du catch, et c'est pour ça que par exemple aujourd'hui on va en parler un petit peu. C'est un des sujets qui me tient à cœur pour la journée d'aujourd'hui. Voilà. Ah, maintenant on va commencer direct. T'es prêt? Je suis prêt. Les amis, on n'oublie pas, il l'a dit, mais je le redis, on commente, on met un j'aime et on boost. On en a besoin parce que c'est grâce à vous, je le redis assez souvent, c'est votre chaîne et on a besoin de vous pour la visibilité, les amis. Merci, et bientôt une FAQ de prévue. N'hésitez pas à commencer à poser des questions que je rangerai d'un côté pour te les poser ensuite. Évidemment. Mais ça y est, t'es prêt, on commence? Je suis prêt. Alors avant de se lancer vraiment dans le monde du catch, moi j'ai envie de te poser une question. Est-ce que la carrière de Power Slam, c'est comme ça que ça s'appelle, de Jack Hager? Power Slap. Ouais, Power Slam, pardon, de Jack Hager est pire que la carrière UFC de CM Punk? Je pense que au côté médiatique et on va dire intérêt des gens, celle de CM Punk est bien pire. Ah ouais, oui, parce que c'était plus mainstream. Parce que Jack Hager, on va le tacler un petit peu. Il est pas très fut-fut le garçon. Et de toute façon, pour rejoindre ce truc-là, je pense qu'il faut pas être très fut-fut. Et ce mec a été un échec. J'aurais même été un poil plus loin, mais je veux pas me permettre de critiquer les gens qui regardent. Ça a été un échec WWE entre le booking, son utilisation et aussi par sa faute. Parce qu'on rappelle quand il avait fait son retour avec Zeb Colter. Ah bah il était pas loin du push de sa vie quand même. Hein. Il devait être champion. Il devait être champion. Ah, je crois à Mania, c'est ça. Face à donc, Del Rio. ouais, ça aurait dû être un gros truc. Hein. Et Thomas a une superbe chanson pour ça. Bah Swagger, si tu veux être champion, reprends un coup de Bourbon. Voilà. Il s'était fait choper pour l'alcool, je pour crois. l'alcool, hein, l'alcool ou peut-être même les la stupéfiants, je marijuana, sais plus. Mais ce qui est dommage, c'est de te dire que ce mec-là, où tu vois que c'est vrai qu'il est pas fut-fut, en plus. AEW, techniquement, il aurait dû les remercier parce que il a été remis en avant en tant que bodyguard de Jericho dans les débuts d'AEW, dans le Inner Circle, et il l'a suivi longtemps. Et ça lui a permis aussi à ce que les fans d'AEW aillent le voir faire son autre parcours de vie dans le sport, où il a fait du Bellator, donc une des fédérations rivales de l'UFC. Oui, voilà, c'est proche de l'UFC. Oui, c'est la TNA de l'UFC, quoi. Ok, d'accord. Non, mais c'est bien que. Non, mais disons, quand je te demandais c'est quoi, c'est pas dans ce que ça représentait en termes de médias, c'était plus qu'est-ce que c'était la Bellator. Bah, c'est une fédération de MMA, quoi. Ouais, ça se tape sur la oui, il a une carrière, ils ont joué à la UW en disant qu'en quoi il était dangereux, mais sa carrière, elle est pas ouf, quoi. Il a une victoire contre un random, et sinon, je crois qu'il a eu 2 non-contests, voire une défaite, parce qu'en fait, le mec sait pas se tenir, et il met des coups dans les couilles, avec son genou, donc déjà, c'est pas glorieux. Il a quitté la UW parce qu'on s'en servait plus, il était plus pertinent. En même temps, il a jamais été vraiment pertinent. Sa prime de sa carrière, c'était un garde du corps qui parle pas. C'est quand même ouf, hein. Et le mec va au Power Slap, il gagne son premier, j'ai pas envie de dire match, j'ai pas envie de dire combat, il gagne sa première clownerie, et derrière, il prend le micro, et il dit, fuck Tony Khan. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte le QI du bonhomme, je suis désolé, hein. Mais parce qu'il fait partie un peu de ces catcheurs, je pense, enfin catcheurs, je mets entre guillemets, mais que quand ils se font virer, ils pensent toujours que c'est la faute de la fédération qui les vire, et pas de la leur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, du coup, il a rejoint indirectement. Oui, Tony Khan et la TKO. TKO, parce que Power Slap, ça appartient à Dana White. Voilà. Et Dana White, après, il arrivait à faire du pognon avec cette connerie, parce que de base, c'était un truc qu'on voyait sur les réseaux sociaux, en Russie, machin, on rigolait un peu là-dessus, et le mec en a fait un vrai truc à pognon, quoi. Et qui a fait des millions de vues, alors qu'en fait, c'est juste, désolé du terme, hein, c'est juste ou deux mammouths ou deux demeurés, je suis désolé, hein, qui se mettent des gros starts dans la gueule avec des règles de con, parce que je suis désolé, je peux pas accepter le fait qu'il y a des gens qui disent que c'est un sport. Non, parce que quand on suit des sports de combat, le but d'un sport de combat, évidemment, c'est de gagner. Ça va être violent. Alors ça, ce que tu viens de dire, on en parlera. Retenez la phrase de Messiah qui vient de dire le sport de combat, c'est de gagner. Ouais, je fais un petit foreshadowing sur ce qui va se passer parce que c'est très intéressant. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Oui, parce que c'est de la compétition. Pour revenir sur le truc. Là, c'est une compétition je suis désolé. En fait, c'est du pile ou face leur merde. Ouais. Parce que le but d'un sport de combat, c'est d'être le plus fort pour battre son adversaire en prenant le moins de dégâts, le moins de coups possible, et que son corps soit le moins abîmé pour avoir une carrière longue et faire de l'argent et passionner les gens. Le Power Slap,
vous vous mettez complètement à découvert. Et votre joli minois en face d'un mec qui a des mains à déménager des pneus de tracteur, et il va vous tartiner la gueule avec. Quoi. Même pour la santé, c'est pas bon. Non mais c'est le truc le plus con de l'histoire, je suis désolé, c'est le truc le plus... Il y en a qui disent c'est le sport le plus dangereux du monde. Je veux enlever le terme sport. C'est l'un des trucs les plus dangereux du monde. Ah oui, voilà, tout. Ah oui, parce que là, je suis complètement d'accord avec toi, parce qu'en fait, dans tout sport de combat, mais même dans le sport de physique, parce que tu prends le rugby, ils se mettent quand même des beaux taquets. Mais le but, c'est quand même de te protéger. Il y a un but derrière. L'UFC, moi, je suis pas un grand fan de combat du UFC, mais par contre, je respecte les mecs parce qu'ils se battent. Le but, c'est d'éviter, il y a une technique, il y a un entraînement et tout. Là, c'est juste se mettre des grosses baffes dans la gueule. Et je trouve ça complètement débile. Mais après, bon, encore une fois, c'est un produit qui n'est pas pour nous. Par contre, c'est un produit qui rentre totalement dans ce que tu dis tout le temps, la média. Social media era dans toute sa splendeur. C'est de voir des vidéos d'1 minute de mecs qui se prennent des tartines. C'est vachement ça. Ouais, c'est ça, c'est qui se claquent. Oui, mais j'irai pas payer dans une salle pour voir ça. Jamais, voilà. tu payes pas. Mais oui, le but, c'est de se claquer le beignet, de se claquer le bagel, voilà. Et ça donne des trucs virals, parce qu'en fait, les mecs, ils tombent, on leur éteint la lumière, bon. Parce que c'est vrai que le chaos du Jack Hager, il est rigolo quand même. Ouais, bah, du coup, il a perdu les 2 QI qui lui restaient, quoi. T'es gentil, parce que, par contre, c'est peut-être un problème pour ceux qui l'ont retrouvé. Ah ouais, non, mais le peu de neurones qu'il y avait, ils sont partis en vacances. Ah non, mais ça fait peur. Mais je voulais qu'on en parle un peu, parce que bon, déjà, c'était rigolo. Et puis aussi, ça prouve quand même un moment quand tu es catcheur et finalement tu n'as peut-être pas un talent pour exploser ailleurs et que la plus grosse fédération t'a foutu dehors, en fait, après pour te recycler c'est très compliqué, tu te retrouves à prendre des tartes dans la gueule. Ouais. Non mais le pire c'est qu'il a quand même eu comme je le redis, il a quand même eu un parcours sympa là, EW, hein. Il a été relevant, il a même eu un moment un peu comique où en fait le gars, sa gimmick c'était d'avoir un bob et de jamais l'enlever. C'était rigolo. Il était à sa place parce que c'était un mec qu'il fallait pas mettre main eventer, ni mid-carder. En fait, c'était juste un peu un mec à part comme ça. Et le mec crache dans la soupe pour aller rejoindre un truc de Golemont. Parce que par exemple, Ryback en power slap, ça doit être rigolo quand même. Je sais pas, déjà qu'il n'arrive pas à porter Tensei ni Marc Henry, tu crois qu'il arrive à mettre des baffes, toi? Je sais pas. Déjà, j'irais dire, est-ce que Ryback il comprendrait les règles? Je vous conseille de rattraper la VOD, le replay du dernier live qu'on a fait, que j'ai fait sur YouTube avec nos invités. Et notre ami Jojo du Discord, et qui est souvent dans les lives, a fait un montage GPT avec le meilleur plan de l'histoire. Je vous conseille d'aller voir. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Discord et tout ça, la dernière fois, parce que je change de sujet, on discutait avec les amis, et puis on parlait de catcheur et de cinéma. On est tombé sur un film d'Hogan. Hogan, il a des cheveux. Il a une moumoute. Ah, t'es pas sérieux? Si, je te jure. Je te donnerai le nom du film au moment où on fera l'émission sur Hogan. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'un des membres du Discord, à savoir Liam, a tout de suite acheté le DVD. Oui, c'est vrai qu'ils en ont parlé durant le live, du coup j'ai la ref. Non, il a direct acheté le DVD quand il a vu ça. Alors, pour te dire, on pense, parce qu'on n'a pas encore vu, ça va arriver cette semaine chez notre ami. Bon, on pense que c'est du même niveau que Philippe. Tu sais. Tu vois le film. Bon nanar. Bon gros nanar. Bah, en même temps, les films d'Hogan. Après, on devrait parler du tout premier film d'Hogan, fait par Vince McMahon Jr., la première fois où il se lance dans le film avec Hogan. Bah, on en parlera dans la vidéo. Ça, on en parlera parce que ça a mené à une rivalité derrière, avec Zeus. Oui. Donc ça, on en parlera forcément parce que ça fait partie de son parcours. Il y a quand même eu un SummerSlam, je crois. Il me semble, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Moi, alors, on va continuer tranquillou. Je réfléchis dans quel ordre on va faire les sujets. La dernière fois, on parlait tous les deux avec les vétérans. Qu'aujourd'hui, CM Punk, ça fait partie des vétérans. Seth Rollins fait partie des vétérans. Chris Jericho, Edge, Christian, j'essaie de prendre plusieurs fédérations. Et moi, je trouve qu'en fait, ce qui me fait peur, c'est que autant à l'AEW, ces vétérans ne sont pas toujours mis tout en haut de la carte. Voire ils le sont pas du tout. Voilà. Ou alors ils sont sur des titres intermédiaires. Ou alors des très bonnes rivalités qui se passent de titres. Ça, c'est bien ça. Oui. Et par contre, qu'à la WWE, en fait, on sait pas quoi, on sait rien faire sans ces vétérans. Ça va même plus loin que ça. C'est que depuis la nouvelle direction fait partie KO, comme on est dans une boîte américaine qui ne connaît rien au catch et qui veut surfer sur comme toutes les boîtes de divertissement, que ce soit le jeu vidéo, le cinéma, tout ce que vous voulez, on abuse des mêmes, on abuse de ceux qui font vendre par leur nom. Donc même s'ils sont vétérans, tant qu'ils sont capables de passer la porte et d'aller faire une promo, voire de faire un match, on va
les saigner jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Parce que moi, tu vois, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois. Enfin, mal au cœur, c'est pas que ça fait mal au cœur, mais c'est-à-dire aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Seth Rollins, c'est le cas qu'on en parlait tous les deux quand on a parlé dans notre conversation. C'est qu'en fait, on sent que Seth Rollins, physiquement, il est peut-être un petit peu en bout de course. Il l'est. Le genou est complètement. Alors, ça n'empêche pas. Il fait des bons trucs. Top catcher, y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ça souffre beaucoup. Et est-ce que finalement, à un moment, ce serait peut-être bien que la WWE, elle utilise ses vétérans pour promouvoir des nouveaux jeunes. Tu vois? Oui, Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est le plus gros défaut de WWE, même sous Vince, même sous les débuts de Triple H, et là encore Artikeo, c'est encore pire. C'est que cette fédération ne sait pas créer de nouvelles stars. ah, mais de toute façon, moi, j'irais même plus loin. Hein. J'irais même me dire que si Vince n'avait pas l'âge qu'il avait aujourd'hui et qu'il serait toujours dans le monde du catch, il serait toujours à la recherche du nouveau Hulk Hogan parce qu'en fait, il n'a jamais trouvé le nouveau Hulk Hogan. Et c'est ce qui. Et les mecs qui ont été stars, c'est comme on le dit à chaque fois, Steve Austin étoile filante et que en fait ça a été un accident et c'est D'ailleurs, devenu le truc le plus gros. Le fait que Steve Austin, excuse-moi, soit autant une star, et tellement adoré des fans, c'est aussi parce que ça a été une étoile filante. Possible aussi, ouais. Est-ce que s'il avait pas eu les problèmes de santé et qu'il avait continué à garder le même personnage pendant 10 ou 15 ans, est-ce qu'à la fin ça aurait pas gonflé les gens? Aucune idée, mais c'est vrai que c'est intéressant. Quand tu sais que Hulk Hogan, quand même, la Hulkamania en 84, c'était quand même la folie, vraiment. On va en parler, on tease un peu. C'était la folie pour se faire ruer 8-9 ans plus tard. Même moins. Ça se trouve, Steve Austin, on aurait eu la même chose. Faut pas oublier que, par exemple, on peut parler aussi de John Cena, il faut pas oublier que Non, mais John Cena, oui, ça a été comme c'est là où je veux en venir, ça a été la plus grande star de WWE, c'est incontestable et pendant très longtemps. Mais dans une WWE, je le maintiens, hein, de situation de monopole et une WWE endormie qui avait pas besoin de prendre de risques. Oui. Ça a marché, il a fait du pognon, il était intéressant, surtout, il a fait des super matchs. Et surtout, mais à part des accidents comme le Shield, on était sur l'ère John Cena et personne n'a atteint ce statut-là. Personne n'a été buildé pour remplacer John Cena durant toutes les années de John Cena. Et surtout, il plaisait aux enfants. Oui. Énormément. Donc c'était vraiment, parce que on le dit, on le redit, et par exemple, nos maîtres des fashions avaient déjà dit, il est plus facile de vendre des figurines à un enfant qu'à un adulte. Oui. Donc finalement, John Cena, il était vraiment le super-héros pour les enfants. Très coloré. Il y a un côté warrior chez John Cena, entre guillemets. Hein. Bien sûr. Très coloré, la côté gimmick un peu flamboyant, le côté... Et derrière, ça touchait certains adultes. Ça a énervé les fans de catch. C'est pour ça qu'il était ambivalent et que son personnage restait intéressant parce qu'il se faisait huer par les fans de catch. Mais le fait qu'après, on l'ait passé en égérie américaine, c'est Hogan. C'est le même délire, en fait. Sauf qu'après, oui, c'est vrai, parce qu'en plus, on l'a vraiment mis avec le côté militaire. Oui, c'est ça. Le côté où justement les militaires, parce que après je sais pas si on peut dire la date ou pas. Du mois de septembre, on n'a pas de problème. YouTube, après le 11 septembre, c'est vrai qu'il y a eu vraiment énormément d'Américains qui ont ressorti des drapeaux. Alors ça s'est toujours fait aux États-Unis. Moi, je me rappelle d'avoir vu pas mal de reportages où t'avais des drapeaux américains partout. Oui. C'était la folie. Et John Cena, il arrive un petit peu après tout ça. Et en plus de ces périodes post-Terre Attitude où justement le patriotisme américain était entre guillemets mort, que les gens voulaient des anti-héros et on n'était pas obligé de le dire qu'on était américain. Et là, justement, ça a réexplosé quand John Cena est arrivé, il était au moment où justement le patriotisme américain a réexplosé. Même si le patriotisme américain n'a jamais été, on est d'accord, tout en bas, mais là, ça avait vraiment explosé. On y reviendra, on vous spoil hein, sur Hogan, mais WrestleMania 7 contre Sergeant Slaughter, ça n'a pas marché le patriotisme au final. Ouais. On en parlera, déjà à ce moment-là. Donc, mais là, quand Cena il commence à faire le salut militaire, quand il est très proche des militaires, le film The Marine. Le film The Marine, c'est un petit peu plus tard, mais oui, oui, mais on est dans ces années-là. C'est post-film The Marine. Ouais, on est dans ces années-là, bien sûr. Et c'est vrai que tout ça, ça a fait beaucoup pour sa popularité, John Cena. Mais ça n'enlève pas toutes ses qualités, on est bien d'accord. Oui. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de remettre. Il n'y avait pas de concu, pas d'alternatif. Donc la WWE était endormie. Du coup, ils ont pu remettre un Hogan de force dans les gens. Ça a marché dans le temps, et c'était une bonne décision, mais c'est parce qu'il n'y avait rien pour les challenger. Puis après, quand on a passé John Cena, on est arrivé à Roman Reigns. Ouais, Roman Reigns, c'est plus tard. D'abord, c'est l'explosion du Shield. Ouais. Et Roman Reigns, je rappelle qu'on était toujours dans l'ère John Cena pendant très longtemps, parce que Roman Reigns, il a commencé à marcher à partir du Covid. Et puis parce que si Roman Reigns, en fait, ils ont voulu en faire une superstar, mais en allant trop vite, pour le coup. Enfin, trop vite. Non, pas trop vite, c'est pas juste trop le vite. fourré dans la gorge des gens. Ouais, et puis je me suis mal exprimé. C'est juste qu'en fait, quand t'as un moment, t'es fan de catch, t'as adoré le Shield se sépare, les mecs, les deux autres ont une nouvelle musique, ou une nouvelle gimmick et un nouveau truc, et Roman Reigns, ça reste le même.
Oui. Bon, en fait, moi, j'ai pas compris. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il a pas eu de changement de personnage par rapport au style, parce qu'il a la même tenue du Shield, Voilà. la même musique et tout Déjà, ça, la même d'accord. tenue, la même musique, c'est n'importe quoi. Voilà, et que il était retombé dans ses travers, Vince McMahon, il l'a booké exactement comme Kevin Nash face. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, Donc ça a pas marché. Et en fait, Vince McMahon a couru toute sa vie au nouveau Hulk Hogan. Il en a eu peur 3-4 ans après Hogan, et c'est pour ça qu'il a sorti de sa poche le Warrior. Et il en a toujours eu peur 10, 15, 20, 30 ans plus tard. C'est ça, et il a tenté des trucs quand il avait pas le Hogan sous la main ou des trucs, et en fait, c'est horrible, mais ça lui a donné raison sur pas mal de points. Par exemple, la nouvelle génération, quand c'est l'avènement de Bret Hart et Shawn Michaels, il aimait beaucoup les deux et il adorait Shawn Michaels. Ah bah, Shawn Michaels, de toute façon... Mais ça a pas vendu comme il aurait voulu. Parce qu'en fait, il pouvait pas dépasser le monstre qui était Hogan. En fait, ce qu'il comprend pas, c'est que ce qui est bizarre de Vince McMahon, c'est que c'est quand même... Quelqu'un de très intelligent. Voilà, non, mais là, on parle pas des on n'est pas dans les polémiques, on est voilà, sur... là, on parle en termes de catch, ça a été quand même quelqu'un de On parle du booker, on parle pas... Bien sûr. Ça a été quand même quelqu'un de très intelligent, et en fait... Tu fais pas ce qu'il a fait si tu fais pas ce qu'il a fait si tu t'appelles Ryback. Oui, voilà. Non, mais avec tout le respect, à un moment, faut quand même rendre à Vince ce qui est à Vince. Mais le truc, c'est qu'en fait, Hogan, ça a tellement été gros, ils ont tellement bossé ensemble, parce que Hogan était un gros... y a pas que Vince McMahon. Tu sais, dans leur promo, il y en a un, il dit c'est moi qui ai créé le McMahon, l'autre il dit machin. Non, ils l'ont fait à deux. C'est deux génies du mal qui ont réussi à atteindre ce stade-là. Indirectement, même Vern Gagne avait commencé un petit peu. Oui, mais Vern Gagne, il a pas... on l'a dit. Hein, il a pas capitalisé. Il a pas capitalisé dessus. Et donc, du coup, Vince a capitalisé totalement dessus. Et ça a donné un truc monstrueux, gigantesque. Comme je vous le dis, vous vous rendez pas compte à quel point de la puissance, et j'en parlerai beaucoup dans la prochaine vidéo. Plus gros que la fédération. Plus gros que la fédération. C'est ce qu'on dit, il était au-dessus du... Et du coup, derrière, il a voulu atteindre à tel niveau, tout en limitant le mec pour pas qu'il soit plus gros que la fédération et plus gros que lui-même. Vince McMahon, je parle. Et en fait, le truc, c'est que de toute façon, personne pouvait atteindre le niveau de popularité d'Hogan à ce moment-là. Personne. Il y a eu Steve Austin. Mais encore une fois, c'était quelque chose de différent et ça restait dans le cadre, et c'est parce qu'il y avait une concu. Et puis, il y avait une concu, et puis Steve Austin, ça avait pris une gimmick qui forcément plaît aux gens, à savoir l'employé contre le patron. Ça, déjà, c'était la meilleure écriture possible. Et aussi, parce que Vince McMahon, malgré la concurrence, était le plus gros heel des États-Unis. Oui, parce que Bischoff, il peut dire ce qu'il veut, il l'a peut-être fait avant lui, mais Bischoff, il a jamais atteint le niveau que Vince McMahon a eu en personnage. Il fallait pas oublier que Vince McMahon, il avait je cherchais un mot poli, entubé Bret Hart juste avant. Oui. Il fallait bien se rendre compte à quel point il était heel. Là, il a surfé, et c'est là où on dit qu'il est très intelligent. C'est pour ça que, allez, hot tech. Steve Austin n'aurait pas été Steve Austin s'il n'avait pas Vince McMahon en face. Ah bah, de toute façon, le Batman n'aurait pas été Batman s'il n'avait pas le Joker en face. Ouais, mais Hogan, il a été une star. Il y a eu André qui a fait le passage de flambeau, mais on s'en foutait de qui il avait en face. C'était Hogan. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est ça que je te dis. John Cena, parce qu'il n'y avait pas de concurrent, on pouvait mettre qui on veut en face. Ceux qui se pignolent sur les Randy Orton, John Cena, je ne comprendrai jamais, parce que ça... C'est oubliable, en vrai. Parce qu'en fait, aujourd'hui... Je suis méchant, hein, mais... Non, oui, parce que je me dis, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. John Cena, Orton, il n'y a rien à côté à part la TNA. Forcément, tu suis. Là, aujourd'hui, quand tu as un match WWE, tu te dis d'un autre côté, tu peux aller voir aussi du très bon catch à la EW. Tu peux aller voir la New Japan, parce qu'il y a aussi un truc. C'est que ce qui est bien aussi aujourd'hui, c'est que tu as accès à tout. Même s'il faut payer peut-être pour voir la EW, pour voir la New Japan, tu en as accès de chez toi. Oui. À l'époque, voir la New Japan, t'avais pas toutes ces plateformes, t'avais pas tous ces trucs. Donc forcément, aujourd'hui, t'étais bloqué. RTL 9, le groupe AB1, parce que tu voyais que la WWE. Aujourd'hui, le mec qui est un petit peu curieux, il peut... Mais là, mon point, c'est pas pour tacler Orton Cena, parce qu'en plus, c'est deux très bons catcheuses, on fait des bangers et tout ça. Mais quand tu prends l'histoire de la WWE, les matchs marquants qui ont plus ou moins fait une ère, ou vraiment les matchs iconiques, les machins comme ça, ils sont pas dans le top. Non, bah non, parce que pour moi, ils ont aucun match qui a marqué la génération. Genre, je suis désolé, hein. La victoire de Jeff Hardy contre Edge et Triple H, les gens ça, c'est un truc bien plus marquant que la plupart des John Cena Orton. Moi, c'est pareil, tu vois, par exemple, quand on prend l'exemple de l'ère Attitude et de Stone Cold Steve Austin, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la rivalité entre Stone Cold et Vince. C'est pas les matchs. C'est toute la rivalité. Oui, mais parce que là, on était dans une ère où justement... les matchs étaient moins importants. Moins important, il fallait que la storyline le soit. Mais là, encore une fois, c'est pour prouver que Randy Orton quand même été une grande star. Dans toute cette ère John Cena, on retient plus, par exemple, le segment Randy Orton et Triple H. Par exemple, on retient ça que le reste, quoi. Moi, le seul truc que je me souviens et que j'adore de John Cena Orton, c'est la claque sur Kyoda. Mais c'est pas un truc qui a changé une ère, quoi. Mais le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la WWE est tellement haut
tellement haut en termes de revenus, d'argent, de visibilité, qu'en fait, même s'il y a une très bonne concurrence avec la AEW, Non, c'est une alternative. Eux le considèrent comme une concurrence, mais c'est une alternative. c'est pas une qu'aujourd'hui, concurrence. en fait, l'alternative que tu as, malheureusement, la WWE est tellement haute que ça peut pas être une concurrence. Oui, mais là, si on reste sur le WWE, là où j'essaie de faire comprendre mon point, c'est que quand on prend les grandes stars de chaque ère, il y a quand même un match ou deux qui fait qu'on s'en souviendra toute notre vie. Bah. WWE dans leur récente, par exemple, depuis que Roman Reigns est le grand champion, ils ont foiré toutes ces affiches-là, on en a été dégoûtés. On peut les faire peut-être. Il y a Hogan André, Hogan André, il y a peut-être Hogan le Warrior qui était important. Hogan Warrior, ça compte, ouais. Mais c'est vrai que moi je vois Shawn Michaels, Bret Hart à WrestleMania. 12, oui. Ouais, c'est le Iron Man. Même si le match est pas bon, bah après on se souvient plus de l'opener, mais WrestleMania 10, il y a 3 matchs. On se souvient de Bret Owen, Ouais. à travers les âges, on se souvient de Shawn Michaels Razor. Mais là je voulais vraiment le match. Ah, le match. Le match, tu vois, de la. WrestleMania 10, c'est Shawn Michaels Razor. Voilà, oui, Shawn Michaels Razor, il est très bien, mais c'est pas le main event. C'est pas le main event, oui, mais. Moi là je te parle là on parle des stars. Oui, Les des mecs big qui stars, étaient oui, en c'est haut vrai. de la carte. Oui, mais même dans la mid-card, il y a des matchs Il y a qui des vont mecs- rester à travers les âges, qui est plus le cas maintenant. Après on a Stone Cold The Rock. Et pourtant, c'est pas le main event, non. Le premier truc qui a lancé vraiment ça, c'est là, ok, c'est le lancement d'une grosse star, donc ça compte. C'est WrestleMania 13, c'est Bret Hart, Bret Hart, Austin. Stone Cold, celui-là on s'en souvient, c'est vrai aussi. Après, Bret Hart, Austin, Shawn Michaels. oui, Parce que c'est Austin Era has avec begun. le changement Voilà. d'air. Mais quand même, les Austin The Rock aussi sont très marquants pour la Bah, le pour 17. le Le 17. 17, parce que c'est la fin de leur attitude, que c'est le terme d'Austin. On se souvient plus de celui-là que de WrestleMania 15, par exemple. Le 18, bah, il y a Hogan The Rock. Ouais. Qui était au-delà des espérances le match a été au-delà, je pense, De tout ce de qu'ils toutes les imaginaient. espérances. Ouais, De toutes les toutes les espérances. Déjà, on est au Canada. Mm. Hulk Hogan, qui est extrêmement populaire au Canada, quand il a fait deux pauses plastiques, c'est fini. Ils ont dû faire un double turn Le, match. le public était complètement dingue. Et après, mais c'est vrai qu'après, les matchs de Cena, Parce que même si ça a été une énorme star, WrestleMania 19, Kurt Brock, s'il n'y avait pas eu l'accident, je sais pas sûr si on en parle encore aujourd'hui. bah, moi, tu vois, je me rappellerai plus de Shawn Michaels, Y2J, voilà. tu vois, Il qui m'a reste- plus marqué. Bon, si l'autre était pas un demeuré fini, WrestleMania 20, on en parlerait encore. Lequel? Bah, Lequel match? Bah, le triple threat. On en parlera encore, hein. Ah, oui, putain, excuse-moi, je pensais pas à Chris Benoit. Oui, non, mais j'y étais pas. Benoît, Michael, Triple H, ça aurait Ça aurait marqué, été marqué une heure. WrestleMania 21, on retient pas le règne de Cena parce que ils ont été sabotés, mais on retient Batista Triple H. Ouais, là, alors, peut-être qu'on retient encore plus la rivalité. Ouais. Parce oui, que c'est ça. le segment, quand il signe le truc, Ouais. on s'en souvient tous. On en parle, bon, on fait vite fait la review, mais 22, Cena Triple H est marquant. Ouais, et surtout qu'en fait, c'est pas prévu. C'est pas, Surtout que Cena n'est pas au courant qu'il va être champion. qui va rester champion. Qui va rester champion. Oui, pardon. Ça, c'est top. Mais c'est vrai que ces gros matchs d'une ère, Et après, à partir de là, je trouve que, à partir du 22, on a une cassure, il y a des excellents matchs qu'on se rappelle et tout ça, mais très souvent, ça va être des show stealers ou des mecs moins importants que John Cena qu'on va se souvenir. là, c'est ça le truc que je veux te dire. Je vais balancer une petite hot take. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se rappelle moins. Je sais pas comment le tourner sans me faire insulter, en fait. J'essaie de réfléchir parce que c'est pas simple ce que je veux dire. Mais c'est que finalement, c'est quand on a commencé à se rappeler que des matchs du Taker, on a l'impression que l'ère était moins bonne. Oui, c'est qu'en fait, les rivalités et les matchs de la streak, c'était tellement haut, et du coup, comme ça marque, et là, c'était vraiment marquant, et bah, ça dépassait tout le reste. Voilà. Voilà, oui, je suis d'accord avec toi, parce que du coup, Cena était la plus grande star et le visage de la compagnie durant toute cette ère. Mais qu'est-ce qu'on retient? Les matchs de Les matchs Parce de que pendant Taker. 4 ans, il t'a sorti Voilà. Banger et Banger. On retenait les matchs de Taker. Shawn Michaels, Triple H. Le match avec la fin d'une ère où les mecs se tiennent tous, Ouais. là, ça aurait dû être fini. C'est ça, mais du coup, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, comme les anciennes stars étaient encore là, les vétérans étaient encore là durant l'ère de John Cena, ils ont pas parasité, le terme est négatif, ils ont mis au nu une WWE trop forte. Ouais. Et c'est pas grâce à la nouvelle génération. C'est pour ça qu'ils ont jamais réussi à construire la star, parce qu'ils étaient obligés de capitaliser sur ces mecs-là. Ils avaient l'Undertaker qui était la plus grande attraction du catch, Triple H était toujours là, Shawn Michaels était là pendant une longue période. Et du coup, c'est ça qui est marquant. Parce qu'à l'époque, je pense que le Taker, sur ces années-là, on retrouve un petit peu le côté Hogan où le Taker est plus grand que la fédération. Oui, parce que à l'époque, durant toute la génération antérieure, je pense que vous serez d'accord avec cette phrase, c'était l'un des 3 premiers noms que les gens citaient si tu demandais dans la rue. Taker, Mysterio, Cena. Ouais.
Mysterio, il avait Et Jeff Hardy. Ouais, Jeff Hardy. Et Jeff Hardy. Mais Taker, Rey Mysterio, on le dit pas assez, mais Rey Mysterio, c'était vraiment le mec que tu montrais à des gens pour le catch, en fait. Qui connaissait pas le catch, Ouais. tu montres un match de Rey Mysterio. Voilà, c'est ça, exactement ça. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord, totalement d'accord. Et c'est vrai que Rey Mysterio, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il est là, on est toujours content de le voir. Par contre, pour le coup, lui, il sert vraiment de vétéran comme un vétéran doit servir aujourd'hui. Oui. Pour mettre en avant les autres. Bah, même on lui donne même une place à la AAA en tant que general manager. Voilà, donc on s'en sert Triple bien. A, c'est très bien. Ouais, on s'en Parce sert bien. que c'est dans son univers. Ouais. Je sais pas s'il y avait été avant, mais c'est dans son univers. C'est le catch mexicain, le catch des luchadors. Il est très pertinent là-dedans. En plus, Même si Hot Take, je pensais pas qu'on allait en parler aujourd'hui, même si la AAA n'est pas une fédération mexicaine aujourd'hui. C'est pas une fédération de lucha libre. Oui, mais C'est une version mexicaine de WWE. Oui, mais le fait que moi, quand je dis luchador, c'est parce que Rey Mysterio, c'est le visage c'est le visage du des catcheur luchadors. mexicain masqué. Aujourd'hui, il soit au Mexique, dans une fédération, oui, c'est vrai qu'elle. Mais bon, mine de rien, ce qui se passe là-bas, c'est bien. Hein. Non, mais je critique Oui. je critique pas le produit parce que c'est un très bon produit. Comme quoi, l'Undertaker fait un bon boulot en booker. Hein. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru non plus, surtout dans cet univers-là. Mais c'est par rapport aux grands, on parle de fans de lucha libre ou même à travers le Mexique. Hein, si on se met du côté des Mexicains, c'est un bon produit la AAA actuelle, mais ce n'est pas de la lucha libre. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Voilà, c'est ça. On appuie bien le truc. Quand C'est on quoi, fera l'histoire du monde du catch, quand on arrivera sur l'histoire de la lucha libre, j'essaierai de bien faire comprendre parce que j'avais fait une petite explication durant le live pour vraiment décrire ce qu'était la lucha libre. Je referai dans cette vidéo. De toute façon, c'est quoi? C'est le Taker qui a été pleuré à WWE. Il a dit écoutez, j'ai besoin d'un peu d'argent, achetez une fédération, puis vous me mettez Booker. Non, je pense pas. Non, mais c'était une boutade. Je pense qu'on l'a proposé parce qu'en fait, le mec. De toute façon, il a besoin de rester dans le catch, hein. Puis, de toute façon, lui. Ça a été toute sa vie. Ça a été toute sa vie. Sa vie, aujourd'hui, il peut plus marcher, il peut plus courir, il peut plus rien Ce qui est faire. bien, c'est qu'il a pas de pension alimentaire à payer parce qu'il est toujours avec lui. Oui, c'est pas comme un certain. Ric Flair, pour pas le citer. Et c'est vrai que c'est intéressant. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de compétition. Tu te rappelles, je t'ai dit tu m'as dit que la compétition, c'était ce qui avait le plus important. Je pense aussi ce qui joue sur notre mauvais a priori de la WWE, c'est aussi que la compétition n'existe plus. Par exemple, le dernier exemple en date, c'est Obafemi. Qui gagne le King of the Ring. Et qui refuse son match pour le titre. Mais à quel moment? Parce que, et en plus, il a donné une justification récemment, c'est, ça tient pas debout, juste, je préfère me débarrasser de toi et te casser la gueule parce que de toute façon, tu seras intervenu lors de mon match. Non, en fait. Là, je déteste cette justification. Du coup, le mec préfère relâcher un title shot pour continuer une storyline pour du chiffre face à un vétéran qu'on peut plus et que personne veut voir. Si on enlève le côté booking, si on reste uniquement dans le côté catchesque, il y a des très bons catcheurs qui n'ont jamais eu de title shot une fois de toute leur carrière. Lui, il a la chance d'en avoir une. Il l'a galvaude pour une connerie. Là, je parle pas du côté booking, je parle du côté ego de là du personnage. Là, on oublie. Là, dans ce que je dis, on oublie que le catch est scénarisé. Voilà, si on prend le kayfabe. Là, on prend, voilà, merci. Là, on prend kayfabe, tu te dis quand t'es. Le mec est con. Et tu te dis, putain, mais à un moment, à quel moment? Surtout que, même, on est obligé de penser au côté hors kayfabe, mais. Non, mais là. Non, mais attends. Après, on allait y venir hors kayfabe. Non, mais, juste rien que pour ça. SummerSlam, c'est sur 2 nuits. Qu'est-ce qui t'empêche de démonter de choper Adam Pearce, de dire, je fais 2 matchs. Ouais. Je veux mon title shot à la nuit 2 et je défonce Tokar à la nuit 1. Tu le défonces à la nuit 1, tu fais un ambulance match, tu dis que l'autre il est à l'hôpital à 350 km qu'il peut pas revenir, et voilà. Mais je comprends pas. Mais c'est qu'en fait, ce truc-là, c'est que c'est important parce que quand t'es fan de catch, déjà que les histoires sont pas bonnes. Donc, après, vous inquiétez pas, on va pas cracher que sur on n'est pas en train de cracher sur la W, on explique un ressenti, là. C'est pas vraiment une critique. Enfin, si, mais je veux dire, c'est pas dans le dire, il faut tout mal. J'arrive pas à le tourner, le truc. Enfin bref, on n'est pas que là pour cracher sur la WWE, c'est pas ce que je veux dire. Si, mais bref, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste qu'en fait, quand les histoires sont pas bonnes, tu te raccroches au côté sportif. L'UFC, même s'il y a quand même un petit côté maintenant booking, au moins dans les avant-matchs. Oui, depuis longtemps. Dans les avant-matchs, il y a toujours ce côté booking, mais c'est de la compétition. Le catch, tu pourrais le voir comme de la compétition. Je pense que le G1 Climax, c'est que de la compète. Le principe de la New Japan, c'est de la compétition. Voilà. Même si ça n'empêche pas qu'il y a du kayfabe. Oui, mais il y a des storylines voilà. qui ne se racontent que dans le ring ou dans le côté sport, ça veut dire durant des conférences mais de presse. Mais ce qui compte, c'est la compétition. C'est la compétition. Là, aujourd'hui, on arrive en fait avec le mode actuel de TKO, on arrive à une fédération où en fait, même les titres,
les catcheurs s'en battent les burnes. Les Donc, catcheurs s'en battent les burnes. Et Comment tu veux que toi, tu sois intéressé par le titre, si en plus tu sais que le catcheur qui va soulever la ceinture, il s'en bat les couilles. Est-ce que j'ai bien coupé mon fer à repasser en soulevant le titre, tu vois? ouais. À un moment. Mais tu sais, c'est même le truc. Moi, je suis hyper content que on fasse enfin cette storyline entre Roman Reigns et Seth Rollins, parce que dans l'évolution du personnage de Roman Reigns et de ce qu'ils veulent raconter, surtout qu'ils reviennent en arrière et ça m'énerve, il faut finir le traumatisme. Il faut finir ce fameux coup de chaise. Il faut finir ça. Alors là, pour le coup, c'est très bien. ça pourrait être, comme on disait tout à l'heure, le match du nerf. Oui, Comme on parlait, mais encore une celui-là, fois, il a sa place pour être le match du nerf. le titre n'a pas d'importance. Ah. Parce que les deux persos sont tellement forts, il y a tellement de grosses histoires derrière que le titre, on s'en bat le nœud. Roman Reigns n'aurait pas le titre à ce moment-là. On pourrait la faire cette storyline, ce serait main event, en fait. Donc du coup, on pourrait donner le titre sur les autres personnes, les mettre en avant, les trucs comme ça, mais non, Roman Reigns va monopoliser le titre, il va finir sa storyline, et il va continuer à monopoliser le titre, et en fait, il y aura un plafond de verre pour plein de nouvelles stars, quoi qu'il arrive. Si on parle du Carbon Breaker, je vais m'en aller, mais c'est ça qui est chiant, c'est que là, il y a un bon programme qu'on a envie de voir, mais moi, tous les à côté, ce qui amène à ça, me dérange. Moi, je comprends pas comment tu peux réussir à te dire, j'ai un Braun Breaker qui est au top, j'ai un Braun Breaker qui est peut-être même pas loin du Festern organique, parce qu'à un moment, t'avais envie de tirer un mec comme ça. Faut dire la vérité. Oui, il faut dire la vérité. Et t'arrives quand même à tout flanguer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Braun Breaker, si tu veux le ramener vers le titre, il faut recommencer un parcours Ouais, mais initiatique. en plus, je suis désolé, on fait vraiment de l'actu. J'en ai parlé durant le live. On passe de Braun Breaker, qui a failli être champion du monde, qui a sa défaite, qui a le retour de son instant leader, qui raconte une super histoire, qui dure sur pas mal de temps. Il perd, donc ça le redescend. Il est dans un clan de merde. Et il avait gagné la première fois quand même. Oui, oui. À Backlash, Il est dans un clan de merde. Et ce clan de Cataracte. merde, on préfère raconter l'histoire entre Steen Theory et Maxime Dupri, qui se retrouve, soi-disant le clan dominant, Polyman, mes couilles, machin, à aller torturer et taper des jobbers. Donc si on prend le principe de la compétition, c'est là où je rebondis. Braun Breaker qui a affronté Seth Rollins, qui a été fort, qui a failli battre CM Punk, la machin. Et ben là, le mec, il va se retrouver à catcher contre Otis et Akira Tozawa, qui n'ont pas gagné probablement un match depuis 4 ans et demi. Oui, je suis d'accord. Donc comment vous voulez que je m'investisse? En fait, ma suspension d'accrédibilité pour rentrer dans l'histoire et me dire qu'il y a un minimum de compétition où les deux jobbers, ils vont peut-être enfin avoir une histoire et essayer de se venger de ce clan-là, ben en fait, j'ai juste mal au cœur pour Braun Breaker. En fait, t'en fais, c'est un peu comme dans le cinéma, t'en fais une star de ciné, pour au moment où le film, ou au moment où tu vas le mettre dans, je sais pas si ça va être clair ce que je veux dire, mais le mec, t'en fais une star de cinéma, le gars, il est prêt pour son plus grand rôle, et au moment où tu lui donnes le plus grand rôle, t'en fais un figurant. C'est ça. Et tu te demandes après, pourquoi les gens, ils ont un peu de mal. Mais attention, je pense que en termes d'in-ring, on l'a déjà dit, c'est très bien ce qui se passe, mais les histoires, moi en fait aujourd'hui, Obafemi, Brock Lesnar, une fois que je l'ai vu à WrestleMania, une fois que j'ai vu Brock Lesnar, en plus il s'est passé ce qu'il fallait qu'il se passe. Et c'est parce qu'il fait qu'il se passe. Brock Lesnar qui Plus abandonne. derrière, le mec qui nous sous-entend, qui prend sa retraite, machin, ça donnait un côté émotion. On a remercié Brock Lesnar, on a même oublié toutes les affaires à ce moment-là. Et là, le mec se repointe pour continuer la rivalité. Et de ce que j'ai entendu, ça risque de pas finir à SummerSlam, mec. Hein. Ça risque de garder Obafemi de côté encore longtemps. Mais pourquoi? C'est parce que les gens, ils adorent cette rivalité, je comprends pas. Je sais que Non. le public de la salle et le public sur les réseaux, ou même les publics des gens comme nous, c'est pas le même. Mais là, j'ai du mal à comprendre ce que tu peux avoir envie encore de voir ça. Surtout que le mec, le Brock Lesnar, il est foutu. Physiquement, il est foutu. Bah là, je pense que les stéroïdes, ils commencent à les sentir, là. Oui, oui, oui. Là, ça commence à être compliqué pour On lui. en a parlé plusieurs fois durant le live avec justement notre ami Lambert du Ring. Le mec, en fait, vient prendre son chèque parce qu'en plus, on sait qu'il est pas passionné de catch. Donc le mec, on lui propose du pognon, il va pas dire non. Hein. Mais qu'il soit pas passionné en soi, ça me dérange pas. Oui, mais c'est du coup, juste- c'est qu'il est plus capable de faire ce qu'il faisait avant. C'est Donc exactement là, c'est un part-timer qui prend des spots, ça fait plus grandir Obafemi, ça l'a fait grandir à sa manière. Là, ça sert plus à rien. Mm. Ça ne le fera pas monter plus haut ce qu'est Obafemi, si tu veux. Donc du coup, en fait, tu ramènes une grande star pour pouvoir que les gens ils achètent, sauf qu'en fait, tu les passionnes pas et que c'est plus crédible en fait. Mais on en avait parlé de ça. On avait dit, est-ce qu'ils vont pas réussir à planter Obafemi et Braun Breaker? Et tu te dis presque, ils vont réussir à le faire. Ils vont réussir à planter
les deux plus grosses superstars, peut-être, En devenir qu'ils avaient. Mais comme dans la tête des dirigeants de TKO, donc comme j'ai dit, c'est des gratte-papier qui ne connaissent vraiment du catch, qui ne se rendent pas compte que ce n'est pas un film où il y a une fin définie, que c'est pas un jeu vidéo où il y a une fin définie, qu'après on fait des suites, mais sur le principe, c'est des œuvres que tu peux prendre à part et que tu termines. Le catch est un produit fleuve. Ça continue tout le temps. Qui continue tout le temps. C'est un truc qui ne se termine pas. C'est un sitcom façon mais infini. Les Feux de l'amour. Infini, ouais, mais infini. Voilà. Il n'y a pas de fin, à moins que c'est la fermeture de la promotion, il n'y a pas de fin. Tu dois continuer à alimenter, justement, tes stories, basées sur une compétition pour pouvoir qu'on s'intéresse, pour pouvoir voir les matchs, et ça doit servir à faire des nouvelles générations de catcheurs qui deviennent des méga stars pour que la promotion continue à engendrer du pognon et que ça fasse un cycle qui continue. Et c'est même pas un cycle, que ça fasse un chemin. Le catch est un chemin, ce n'est pas un cycle. Un cycle, c'est qu'on revient au point de départ et qu'on repart. Le catch, il n'y a aucun monde où tu reviens au point de départ. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit continuer et d'avancer avec des embûches, des hauts, des bas, ce que vous voulez. On peut dire tu reviens au point de départ par rapport à... En fait, t'as fini avec la génération Top Star, hop, tu recommences avec une nouvelle. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est un chemin. C'est une course de relais. Ouais. C'est que le mec va être la plus grande star, il va être devant tout le monde, apporter tout le monde le bâton. Et en fait, au bout d'un moment, il doit passer le bâton derrière. Lui, il va continuer à être dans la file, il va continuer à être divertissant, tout en faisant monter les gens devant lui. Putain, j'ai fait une belle analogie là, pour le coup. Ben, c'est ça que ça doit être le catch. Ouais. Et c'est ce qu'il faut tenter d'écrire. C'est pour ça que même quand, là, en ce moment, la UW prépare All-In, leur plus gros show de l'année, avec une histoire en main event qui est extraordinaire et qui est vraiment bien écrit. Et en fait, les gens qui gravitent autour de ça, on se pose des questions, on se dit, ah, c'est peut-être un peu trop long, c'est peut-être machin et tout ça. Sauf qu'en fait, ce qui est en main event, on doit l'écrire donc au détriment de ce qu'il y a en dessous, tout en faisant du bon catch et des bonnes stories. Mais ces mecs-là servent à alimenter la suite. On pose des graines pour raconter ce qui va se passer après le plus gros show. Et là, depuis quelques années, pour revenir sur WWE, c'est qu'en fait, WrestleMania, ce n'est pas un aboutissement. Alors qu'avant, ça l'était. C'était un aboutissement de storyline, c'était un truc qu'on devait raconter, on rebondissait après pour quelque chose et on repartait sur un nouveau, comme tu dis, un nouveau cycle, tu vois, on repartait sur une nouvelle saison où on allait s'intéresser aux gens qui ont gagné à WrestleMania, aux gens qui ont perdu, comme on allait les réécrire et tout ça, et on continuait. Là, c'est plus le cas. WrestleMania, c'est grave à ce que je dis. C'est un pay-per-view lambda, et quand on voit le dernier WrestleMania, c'est plus un pay-per-view lambda, c'est une pub tout court. Oui, c'est une pub. Ah, oui. C'est une publicité, et en fait, on s'en fout des storylines, des machins comme ça. Mais là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai du mal à trouver des gens. Alors, moi, je suis pas beaucoup sur les réseaux français, mais les peu de gens que je connaisse, t'as du mal à trouver des gens qui te disent, ouais, c'est génial. T'as quand même beaucoup de critiques. T'en as forcément, Joachim, mais t'as beaucoup de critiques. Mais aujourd'hui, les salles sont pleines. Non, elles sont de moins en moins. Oui, mais à un moment, on t'a proposé des tarifs qui étaient exorbitants. Il y a quand même des gens qui achètent. Les places étaient vendues. Tout était vendu. Tout oui, mais c'est pas sold out, hein. Oui, de moins en moins. Parce qu'à SummerSlam, ils sont en train de se chier dessus. Ils sont en train de se chier dessus, bah oui. Mais à un moment, les gens, ils continuent à acheter. Aujourd'hui, pour aller voir un show de la WWE, faut avoir de la monnaie, faut avoir de la caillasse, faut être capable. C'est comme quand tu vas voir un match de Coupe du Monde aux États-Unis, où c'est quand même aberrant de te dire que c'est 5 ou 6 fois plus cher que la dernière Coupe du Monde. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, quand l'AEW, elle te propose des places à Londres à déjà une vingtaine d'euros, je crois. T'en avais quelques-unes. Ouais, bah, les places le plus loin dans les gradins, c'est 20 pounds, ouais. 50, 60, 70, 80. C'est peut-être un peu plus accessible. Et donc, le mec à Londres, ou même la personne en Europe, qui connaît pas forcément la AEW, ou qui connaît que le nom. Moi, je connais pas que le nom, mais si demain, tu viens me voir et tu me dis, je t'ai 2 places pour l'AEW, on n'est pas trop mal placé, je t'ai passé 50 balles, j'ai pris 2 billets à 50 euros. Oh, c'est génial. On y va. La WWE, le billet à 50 euros n'existera pas. N'existe plus. Donc, en fait, tu vas payer des centaines de dollars pour un show qui est de moins en moins bon. À un moment, les gens, ils s'en rendent compte quand même. Ils se disent, c'est bon, j'en ai marre d'être pris pour un gland. Là, c'est surtout que, on va refaire le parallèle sur ce que je vends depuis le début de la chaîne, la social media era, eux, dans leur tête, de faire des clics, des vues sur les réseaux sociaux, peu importe qu'ils le soient, oui, ça génère de la monnaie. Ce qu'ils ont oublié, la différence d'un film, d'un truc comme ça qui va être juste diffusé à la télé, ou un truc comme ça, c'est qu'en fait, il faut les remplir les salles dans le catch. Ça reste, encore une fois, la base du catch, c'est un sport spectacle. Et attention, parce que maintenant, justement, à l'époque, je peux pas dire une année, mais il
il y a plusieurs années en arrière, même le bad buzz pour un film, c'était bon. Aujourd'hui, le bad buzz pour un film, c'est catastrophique. Parce qu'avec les réseaux sociaux, oui, la les phrase gens McMahon ne marche plus. Souviennent. La fameuse phrase McMahon ne fonctionne plus. Aujourd'hui, il suffit de voir. Alors, je suis pas un immense connaisseur de cinéma, mais il faut voir ce qui s'est passé, par exemple, avec Supergirl. Ou peut-être, je rentrerai pas dans les détails, c'est pas notre domaine de prédilection. Mais ou peut-être que la superstar qui joue Supergirl a un peu trop parlé, a un peu trop dit de conneries. Et les gens s'en souviennent, les gens le voient. Je vais dire, même quand ça parle pas, s'il y a une personne un peu polémique ou qu'il y a des gens, des haters, des machins comme ça qui font partie, ça peut plomber la vie des gens d'aller voir un nouveau truc, même s'il n'y a pas eu de com dessus. CF l'Odyssée, récemment. Ah bah l'Odyssée, c'est John Nolan. Ça, c'est le mec qui joue dans The Room. Christopher Nolan. Quel con. Christopher Nolan a pris son plus gros bad buzz sur YouTube avec le trailer de toute l'histoire de sa carrière. Oui. Et parce que, alors en plus... Parce que on rentre pas dans les opinions des gens, on s'en fout. Mais justement, entre l'opinion des gens et les a priori, les gens n'ont pas vu le film. Oui, mais par contre, si. Il y a quand même un truc qu'on peut dire, c'est par rapport à l'acteur Elliot Page. Elliot Page, ils ont dit toute la promo qui jouait Achille. Qui est quand même... Non, mais le truc... Et finalement, il le joue même pas. Oui, mais parce que ce n'est pas la prod, ni les communicants qui ont dit qu'ils jouaient le rôle. C'est le bouche à oreille des réseaux sociaux qui a fait croire ça. Alors qu'en fait, non, il a un petit rôle dans le film. Il a un tout petit rôle, il est là 1 minute 30. Ouais, voilà. Celle qui joue Hélène de 3, elle est à 3 minutes. Bah oui, c'est ça. Donc à un moment, mais les gens, en fait, maintenant, c'est le moindre truc, si ça pop dans les réseaux sociaux, qu'on dit qu'il y a une personne qui est polémique, peu importe du côté que vous vous trouvez du spectre, et ben, en fait, la majorité, parce que maintenant, avant, c'était genre minorité con vocale. Maintenant, c'est majorité débile vocale. Comme on l'avait déjà dit dans un live, on l'avait déjà dit quand on avait lâché notre sac, sur les putains de réseaux sociaux, dans cette ère de réseaux sociaux de merde, moi je porte le fardeau, le machin, c'est qu'on n'a pas le droit d'être nuancé, ce que nous on essaie de l'être. Ouais, il faut être dans les extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc du coup, c'est que ces messages extrêmes d'un côté ou de l'autre qui sont propagés. Et dès que Rebecca l'avait dit, une de nos membres Discord, qui apparaît souvent aussi durant les lives, elle avait dit dans un de ses coups de gueule par rapport à Twitter sur WrestleMania, c'est que on n'a pas le droit d'être nuancé. Dès que vous êtes nuancé, que je dis ouais, ça c'était bien, ça c'était bien. Ah non. C'est où c'est tout de la merde ou c'est tout bien. Ouais, il y a pas de... Voilà. Et moi, ça, j'en peux plus en fait, parce que du coup, on peut pas débattre. On peut pas discuter. Mais tu peux plus débattre parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens, de toute façon, il y a que leur avis qui compte. Aujourd'hui, tu demandes à tous les gens aujourd'hui, on prend l'exemple de la France, 70 millions de Français aujourd'hui peuvent donner leur avis. Mais tu t'en fous de l'avis de 70 millions de personnes. Il y a des gens pour qui ça va être intéressant, il y a des gens pour qui ça va être complètement demeuré, voilà. Mais à un moment, tout le monde donne son avis. À un moment, on s'en fout. Si j'ai envie d'aller voir le film, je vais pas écouter ce que le mec il dit. Je m'en fous que. Oui, mais maintenant, aujourd'hui. Toi, parce que on est des. C'est normal ce que je veux dire. On est des gens qui ont grandi, qui sommes adultes, qui ont un vécu, qui fait que là, on a réussi à avoir encore de la conscience pour décider ce qu'on veut faire ou ce qu'on peut penser. Plus on avance, plus on réduit l'âge, c'est pas péjoratif sur les gens plus jeunes, mais on les a matrixés à donner leur avis et à écouter l'avis des pseudo-influenceurs ou influenceurs, et en fait tout est biaisé. Il y a des gens, je sais qu'une fois tu l'avais dit quand on parlait justement de Cody Rhodes, soi-disant Cody Rhodes Hill, Bullet Club, New Japan et tout ça, c'est des gens qui vont donner leur avis sur ça alors qu'ils ne l'ont jamais regardé. Oui, bien sûr. Et juste parce que ils ont leur influenceur préféré qui en ont parlé. Comme Okada. Comme les gens qui disaient Okada le meilleur catcheur du monde. Tu l'as vu jouer? Ah bah non. Tu l'as vu catcher? Non, j'ai jamais regardé, c'était pas ma fédération. Mais les gens te disaient c'est le meilleur catcheur du monde. Parce qu'on commençait à rentrer dans une ère de réseau, entre les youtubeurs, les influenceurs, TikTok et tout ça, les mecs ont réussi à avoir un poids très fort, et sur cette jeunesse qui est, comme tout jeune, on est influençable, et bah du coup on tombe dessus et on écoute ces gens-là et on se forge notre avis sur les avis des autres. Quand tu vois que des gens aujourd'hui vivent grâce à TikTok, pas par rapport à le contenu, en vendant des trucs. Je parle pas du mec qui fait du contenu. Du côté mercantile. Il vend des trucs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton voisin d'à côté qui n'a jamais qui a été boulanger, ou ton client au resto, ou mon client au resto. Le mec vend une clim ou n'importe quel objet en te disant
ouah, c'est génial, c'est machin. Le mec n'a jamais fait de marketing de sa vie, il sait même pas ce qu'il vend. Mais comme il y a des gens qui sont assez cons pour acheter directement sur TikTok, ça se vend. Mais à un moment, ça me fait peur. Ben oui, le truc c'est que moi j'essaie toujours d'avoir un minimum d'espoir dans ma vie sur pas mal de tout ce que j'aime ou même du monde, comment il avance. Mais plus on avance dans les années, désolé, ça va être très négatif ce que je vais dire, parce que je suis quand même quelqu'un de très négatif, ben je perds espoir en plein d'aspects de la vie et des personnes. Parce que, comme tu as dit, les gens qui dépensent des millions pour aller voir des choses, alors qu'au fond d'eux, ça leur plaît pas, mais parce que c'est la hype. Non mais moi j'ai du mal à comprendre, et moi aujourd'hui, et pourtant je l'ai déjà dit les amis dans des émissions, j'ai déjà dit que j'étais un grand fan de foot, même avec l'argent, je n'aurais pas été regardé, même si j'avais les moyens, je n'aurais pas été aux États-Unis voir les matchs de l'équipe de France, de n'importe qui. C'est pas que l'équipe de France. J'aurais pas été voir un match de foot aux États-Unis au prix où ça coûte, parce que c'est nous prendre pour des demeurés. Je suis désolé. Bah oui, non, oui, c'est ça, mais comme tu dis, il y a le côté financier. Par exemple, moi, il y a eu des périodes où je l'ai eu, des fois où je l'ai pas du tout. Mais par exemple, les 2 fois où WWE est venu en France, c'était un événement, premier pay-per-view en France et tout ça. Le truc, c'est que le produit me plaisait plus. Et ben même si c'est un événement et que je suis fan de catch depuis que je suis tout petit et que la WWE a fait partie d'une grande partie de ma vie, je ne vais pas m'investir dans un produit où je ne suis pas d'accord sur plein d'aspects de cette promotion. On en revient à la même chose. Là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec UW. Le problème, il y a ça, mais il y a aussi le prix du produit. Le prix, oui, non, mais même si le produit était accessible, j'aurais pas été. Ah, je me dis, tu vois, si le prix il est à 30, si le prix il est à 30 euros, j'aurais pas été. Si à 30 euros t'es bien placé, je me dis là, je veux bien me dire j'y vais. Oui, tu vois oui, tu veux bien te dire oui, comme j'ai jamais vu machin. Ouais, moi, je suis arrivé à un point. Bah non. Là, on parle quand même, quand on parle des matchs, par exemple, de la Coupe du Monde, on parle sur des Français qui t'expliquent que pour voir les 3 matchs de poule de l'équipe de France, c'est à plus de 20 000 euros. Déjà. Non, mais moi, mon autre passion, vous le savez, c'est Pokémon. Je me déplace partout en Europe et dans des gros événements, ce qui me coûte de l'argent. Mais c'est parce que je participe. Il y a un côté compétiteur. J'ai plein d'amis à moi. Ils me disent, bah, tu veux pas venir au championnat du monde cette année? Ils font un énorme festival. On y va en tant que spectateur, on participe. Bah non, parce que je participe pas, j'ai pas envie d'y aller. Spectateur, t'as pas envie. Même si, parce que ça va me faire dépenser de l'argent, ça coûte déjà une demi-couille pour y aller. Ça coûte une demi-couille pour y participer, rien que pour pouvoir être présent sur place. Ben, moi, j'estime que j'ai passé l'âge pour faire un truc seulement de fan. Il faut que ça m'investisse vraiment. Là, all-in, je te l'ai dit, j'ai déjà un truc prévu ce week-end-là, donc je n'irai pas. Mais j'ai failli aller sur un coup de tête, parce qu'en fait, je suis tellement impliqué, passionnément par le produit et de ce qui va se raconter, je me suis dit, vas-y, j'y vais. J'y vais pas, finalement. Mais WWE, au moment où ça arrive en France, entre tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, les machins, pourtant, il y avait Cody Rhodes, qui était arrivé, que j'adorais, hein. Mais ça me passionnait plus autant qu'à une époque. Mais parce que aussi, maintenant, pour la WWE, c'est un peu la sécurité de partir à l'étranger. Ah oui, oui. Parce que tu sais que quand tu vas en France, en Italie, en Belgique, à Amsterdam, et que tu vas aller dans tous ces pays européens, comme c'est un événement, et c'est ce que tu as dit, c'est un événement, bah forcément, ça attire. Ça attire les gens, mais les gens, t'auras plus de facilité à ce que ça fonctionne. À remplir la salle. Parce que sinon, bah, quand tu commences là maintenant, ils commencent à se prendre quand même la qualité de leurs produits dans la tronche avec le SummerSlam qui est catastrophique. Oui. Ou en termes de gate. Ou en termes de gate, ils sont à moins de 25 000 par nuit. Quoi. Mais heureusement, là, pour te sauver le jour, ils vont faire venir Baron Corbin et ils vont faire venir Big Cass et Enzo Amore. Oui. Donc, c'est-à-dire, vous en avez parlé dans votre live, mais comme tout le monde n'écoute pas le live, on va le permettre de le dire. À quel moment tu fais une coupe budgétaire pour virer Sheamus parce qu'il veut pas baisser son salaire, pour faire revenir Baron Corbin et Big Cass? On parle pas que tu fais pas venir Okada et donne-moi un autre nom. Kenny Omega. Kenny Omega. Tu fais venir Baron Corbin et Big Cass. Baron Corbin, c'est un mec qui a été 12 ans dans ta promotion où les gens s'en carraient les aisselles. Voilà. Faut dire la vérité. Voilà, il a été relevant que dans un pays grâce à un influenceur. Oui, bah on peut le dire. C'est Sturi qui lui a fait si un jour Baron Corbin, dans une interview, ne dit pas que le plus grand moment de sa carrière, c'est ce show à Paris, c'est une pute. Mais il le dit. Au moins, il le dit. Parce que c'est le plus gros moment de sa carrière, c'est celui-là. Je pense que même lui, le jour-là, il va avoir la demi-molle.
Tellement c'est grâce à ce touriste qu'il a eu, tant mieux pour lui. Nous après, on n'est pas là pour ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais et donc tu te dis en fait, tu vires des vétérans qui justement un Sheamus pourrait te permettre, comme il est cassé de partout, qu'il a 48, 49 ans Et qu'il a envie de pousser et les qu'il jeunes. a envie de pousser des jeunes. Ce mec-là, tu pourrais lui faire affronter des mecs. C'est pareil, Pourquoi un Sheamus est pas arrivé pour, par exemple, une fois, un Open Challenge avec Obafemi, ou un Open Challenge avec Braun Breaker, ou n'importe quoi. Mais qui se fait démonter. Pourtant, tu te dis, bordel de merde. Ancien champion du monde, machin. Dragon Ball Z, pourquoi c'est Dragon Ball Z quand tu passes d'arc à un autre, t'as toujours le méchant précédent qui est un peu ridiculisé entre guillemets. Quand ce Freezer se fait démonter par Sangoku sur Namek, quand Freezer revient, tout le monde dit qu'il est fort, il se fait démonter en 2-2 par Trunk qui te dit qu'il arrive pas à battre les cyborgs. Boum, tu sais que les cyborgs sont Trop fort. Ouais, et ben là, c'est un storytelling cohérent. T'as Sheamus qui est là, qui est le mec, il a quasiment Grand Slam champion sauf un titre, je crois. Ouais, il lui manque D'ailleurs, que les mecs, ils ont pas été foutus de lui donner le titre intercontinental quand les titres, ils changent comme Après, en ce moment, pour remettre à tacle, en ce moment, les titres, ils changent pas beaucoup parce que les champions ne défendent pas. Bah oui. Ah non, mais alors, le catch féminin, c'est une catastrophe, là. Mais Rhea Ripley, immense respect pour Rhea Ripley. J'adore Rhea Ripley. Mais Rhea Ripley, est-ce qu'elle n'est pas physiquement un petit peu en bout de course? Mais oui, parce que mentalement, elle est en bout de course et c'est reconnu maintenant. Mais tu vois là, quand t'as la place de la promotion, dans leur tête de qui fait vendre, qui machin. Rhea Ripley est blessée, elle peut pas catcher, elle conserve le titre. On la voit pas. Voit pas. Juste parce que quand on va la faire apparaître au pay-per-view, pour eux, ça fait vendre. Parce que les gens cliquent le nom Rhea Ripley pour voir des photos d'elle, pour la voir. Comme j'avais dit pour un pauvre mid-quart d'heure qui était Carmelo Hayes, le mec est parti une semaine se marier, il a droppé le titre. Ouais. Il est revenu la semaine d'après. Mais non, t'as été te marier, bah tu te perds ton titre, t'es pas là une semaine. Elle est blessée, du coup elle peut pas catcher, du coup elle garde son titre. Au moins Triple H à l'Elimination Chamber 2003, moi il était présent dedans, hein. Même s'il pouvait pas catcher. Désolé pour le petit tacle, mais c'est pour dire. Oui, il était là. Ouais. Non, mais moi, ce qui me saoule, c'est que c'est toujours pareil, c'est que c'est le gros nom. Comme ce qui s'est Liv passé. Morgan, c'est pareil. Ah, mais elle ne catch pas. De toute façon, les deux plus gros, dans les yeux de TKO, leurs deux plus gros stars féminines, c'est Liv Morgan, Rhea Ripley et Jade Cargill. Il y en a une. Et encore, Jade Cargill, là, elle est en mid-card, elle catch, voilà. on la voit, quoi. Mais il y en a une, in-ringment parlant, c'est vraiment pas terrible, c'est Jade Cargill. Les deux autres, Liv Morgan et Rhea Ripley, sont très, 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 très fragiles. Oui. Et ça, c'est une erreur que n'aurait jamais fait Vince McMahon, qu'on va un poil le réhabiliter sur ça. Il n'aurait jamais pas mettre de titre sur un cheval qui il n'aurait pas mis autant de promotions sur des catcheuses toujours blessées. Bon, après, le catch féminin, il se le taillait en biseau. Oui. Bon. Voilà. Ça, c'est un autre détail. Mais ça a été le cas, c'est qu'il a toujours eu des réticences de mettre le titre sur sur un cheval qui pouvait être fébrile. Save Daniel Bryan, save Jeff Hardy pour la drogue. Alors que il savait que les mecs étaient populaires, donc il a quand même tenté. Mais au final, c'est triste, c'est que ça lui donnait raison. Parce que derrière, les personnes, elles tenaient pas les règnes longtemps, elles tenaient pas la carte longtemps parce que, en fait, elles passaient par la case hôpital. Et c'est pour ça que, encore une fois, là, on va leur faire un gros chapeau à la promo de Roman Reigns qui s'est passé récemment, parce qu'il a dit toutes les vérités sur cette rolling. Tu seras toujours le numéro 2 parce que tu fais que de te blesser. Je serai le numéro 1 parce que moi je me blesse pas. En même temps je catch pas, donc c'est normal que je me blesse pas. Il n'a pas le passé. Tout le passé de circuit indépendant de in-ring. Parce qu'il n'a pas ce in-ring là et qui fait, tu resteras toujours le second homme. Et c'est vrai. Parce que t'es le bon catcheur. T'es le mec qui a tendance à se blesser, qu'on a fait trop dans sa carrière. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il lui a rajouté le karma qui fait, t'as dû simuler une blessure pour pouvoir gagner un titre en fait. Et puis finalement, et au final t'as été blessé dès que tu l'as gagné. Ça c'est vrai que non mais ça par contre tu vois, c'est un gros karma. Hein. Je pense que une Fed, ça c'est des trucs que t'as jamais vu à la AEW, des fausses blessures comme ça c'est déjà vu. Non, dans des storylines des blessures machin. Dans des storylines des blessures c'est pas pareil. Là tu joues sur le là de faire croire et dans les dirt sheets qu'on te dit il est vraiment blessé pour qu'au final il revienne, non ça a jamais été fait ça. Heureusement. Heureusement oui. Parce que ça c'est juste. Parce que ça c'est niquer la confiance des fans et les yeux d'amour que les gens peuvent avoir pour certains catcheurs. Parce que quand il y a eu cette connerie-là, les gens ils ont fait Kevin Owens il est peut-être pas blessé. Tu vois, ça te fait te poser des questions de merde que tu devrais pas se poser. Va revenir.
Ouais, Dean Ambrose. Non, Dean Ambrose. Dean Ambrose, Ils savent pas qui c'est John Moxley. Oui, c'est vrai. Dean Ambrose, il va revenir. Ouais, Ça, de toute façon. Il y en a encore un qui l'a fait. Hein. ouais récemment, ouais. Je suis Encore. tombé sur une vidéo. Parce qu'il y a cette Rolling Romanas, ils disent ce serait bien qu'on mette Dean Ambrose dans la storyline. Oui, non mais. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo où il y a CM Punk à SummerSlam qui a le titre et puis qui dit ce serait bien que. Et puis d'un coup, t'as la musique de Dean Ambrose qui arrive. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Puis Kevin Owens, si tu reviens pour te faire tartiner le fion par CM Punk, reste chez toi. Franchement, ouais. Reste chez toi. Reste chez toi parce que quand tu vois ce qu'ils ont fait à Sami Zayn pour service rendu, lui donner le titre 9 jours, ça c'est ce que j'ai dit dans ta petite capsule quand je suis venu pour ton live, où là il y a eu un Saturday Night Main Event là. Oui, Il y en a un là. Ouais, là c'est Genre ouais. là, Bah, il est déjà passé pour nous, je crois. C'était le samedi dernier. je suis pas sûr, je sais plus. Bah, je crois qu'il est demain ou après. Ah oui, quand il est passé, tu parles quand les gens nous écoutent, pas quand on enregistre. Oui, c'est ça. Autant pour moi, j'ai du mal avec la temporalité. Genre, avec tous les pay-per-view que tu as, 12 pay-per-view par an. C'est pas plus. Parce qu'il essaie de la même. Non, mais plus les Saturday Night Main Event, plus les shows les super gros shows que tu fais des fois à l'étranger, qui sont pas vraiment des pay-per-view, qui sont pas vraiment des live events, qui sont pas vraiment des... Et tu es obligé de faire perdre Sami Zayn 9 jours après la prise de titre. Sérieusement, y a pas mieux. Et encore une fois, on n'a pas dit qu'il fallait qu'il ait un règne long. Non, Hein. mais tu pouvais lui faire perdre un Saturday Night. Oui. Au moins un Saturday. Pour mettre Dan Housen face à celui qui s'était pris le JD coin du... McDonagh. Face à JD McDonald, genre tu pouvais pas mettre CM Punk, Sami Zayn, proposer un bon match parce que En plus, ça normalement aurait été gratuit pour les gens, ça aurait été cool ça. mieux qu'à Raw quand même. Ah ouais. Pour moi et sinon, c'est ce que t'avais dit toi, que Brock Lesnar vienne défonce Sami Zayn pour qu'à SummerSlam tu parles face à Brock Lesnar Obafemi. Tiens, tu vois, Obafemi, même t'aurais pu dire, Obafemi, je veux plus affronter Lesnar, c'est bon, je l'ai battu et ben là, maintenant, c'est moi qui est champion, t'es obligé de venir m'affronter. Ouais. T'as ton title shot avec ton King of the Ring, tu dois venir m'affronter parce que maintenant, c'est moi le champion. Et de base, on voulait pas cette théorie-là, mais en fait, j'aurais préféré cette théorie-là que ce qu'ils ont fait là. Mais au moins, tu rentabilisais le King of the Ring de Obafemi. Parce que, en fait, son plus grand adversaire, c'est lui qui est le champion. Donc, si tu veux le titre, faut que tu retournes sur le ring et ton plus grand adversaire. Ça prouve encore une fois ce que tu disais tout à l'heure, entre la perte de prestige des titres mondiaux et même des tournois. Ils ont un tournoi dans l'année, alors que toutes les autres fédérations utilisent le terme utilisent des tournois parce que dans la compétition, ça fait vendre. Parce que la compète. Et ça te engage, ça t'engage émotionnellement. WWE l'a jamais fait à part King of the Ring. Quelques-uns des meilleurs tournois de l'univers du manga, c'est les Tenkaichi Budokai de Dragon Ball. Bah oui. C'est génial, le Budokai, le tournoi. Parce que ça fait grandir. Se foutre sur la gueule pour gagner et avancer. C'est quand même génial. Ce qui est intéressant dans le foot à la Coupe du Monde, sauf que maintenant c'est gimmické parce que le vainqueur est prévu à l'avance. Mais ce qui est cool dans la Coupe du Monde de foot, c'est les phases éliminatoires, quand ça commence à être le match où si tu perds, tu rentres ta gueule à la maison. C'est là où c'est intéressant. Je pense que c'est ce que fait le G1. Alors peut-être pas les premiers matchs, t'as une phase de poule. Non, le G1 c'est un tournoi en ligue, c'est pas une émission C'est une directe. ligue, ok. Mais ils ont 2 tournois par an. Ils ont le G1 qui est en ligue et là, ça permet de construire les gens sur un tournoi long et de voir qui va battre qui va gagner, qui va machin. Oui, là c'est pas pareil. Alors ok, c'est un tournoi. Mais ils ont le tournoi New Japan Cup où c'est éliminatoire. qui est l'émission directe. Et là c'est génial. Ouais. T'as un combat où tu sais que le mec, s'il perd, il perd. C'est fini. Éliminé du tournoi. Il est éliminé du tournoi. Mais t'as même pas besoin de storyline pour t'investir en fait. Mais là, AEW, là, ça a donné le main event magnifique de Forbidden Door qui amène au main event d'All-In. C'était le tournoi Owen Hart. La Owen Hart Cup, tournoi élimination directe, fait sur plusieurs semaines, et on arrive au pay-per-view pour vendre les finales, et la finale est en main event. Obafemi, Jey Uso, ça a montré l'intérêt qu'ils ont pour le King of the Ring, parce que c'était l'opener du show, c'était un match moyen, et derrière, Obafemi dit, je m'en fous du King of the Ring, je veux taper mon voilà, tout est dit. Mais je rappellerai quand même... Will Ospreay contre, désolé, je refais vas-y, ça marche. Will Ospreay contre Swerve Strickland, c'était une guerre à mort. À mort. Ils ont dépassé les cadres du catch et les machins comme ça, parce que les mecs, ils ont dit, je veux gagner, je veux être dans le main event de ligne, je veux être champion du monde. Mais, il faudra me passer sur le corps littéralement, donc on va aller plus loin que tout le monde, on va littéralement tenter de se tuer. Moi, je vais redire ce que j'ai déjà dit et que je me suis fait un petit peu vanner sur ça. C'était pas une critique, je ne disais pas dans le mauvais sens. Mais c'est qu'à un moment, Obafemi, tu vas affronter Brock Lesnar. T'es en guerre face à lui. Entre guillemets, c'est pour l'honneur, plus ou moins. T'es en guerre face à lui, il t'a bolossé, tu t'es fait insulter par machin. Tu viens pas en dansant là.
Là, tu viens serious business parce que là, tu crédibilises ton combat. Ouais. Tu viens pas. Alors, ok, sa danse, elle est géniale. Sa danse, elle est géniale quand il rentre à Raw pour aller affronter le petit jobber pour les trucs. Moi, je pense que quand c'est serious business, déjà, les mecs, ils sont sérieux. Comme quand il y a eu avec Macho Man ou Contre le Warrior. Le Warrior qui rentre en courant comme un demeuré. Mais là, par contre, c'est serious business. Là, il court pas. je cours pas. Et déjà, dans ta tête, tu te dis, oh putain, les mecs. Oui, mais ça te fait déjà un lien Tu te visuel dis, déjà. oh putain, là déjà. Ouais. Alors attention, je comprends, mais déjà là, tu te dis, là il va se passer un truc parce que là c'est showtime. C'est pas, non, là t'es contre Brock Lesnar, tu vas lui défoncer sa mère. Il s'est foutu de ta gueule, il t'a vénère, nique lui sa mère. Oui, mais encore une fois, Mais c'est parce que c'est les personnages qui comptent. WWE, c'est le côté mercantile qui compte. Oui, bien sûr. Donc du coup, comme l'entrée fait vendre, il voilà. faut qu'on fasse des clips dessus. Eh ben voilà. Le mec, il va peut-être avoir une expression, heureusement il le fait, il aura une expression un peu plus sérieuse. Il aura une expression sérieuse où il dit il va aller au combat, mais il faut qu'il fasse son entrée comme il doit le faire, tout le temps. Et puis, arrêtez, ça c'est un truc qu'on a déjà dit, qu'on dit depuis des années et des années, le costume. J'en ai marre de voir des mecs qui ne sont que catcheurs. Il y en a de moins en moins, Obafemi, des fois il vient en... Heureusement. Il était temps. Il était temps. Il était temps. Parce que toute l'ère de Seth Rollins, qui venait tout le temps en tenue de catcheur, même pour faire des promos avec ses t-shirts ça me rend fou. là, Ça me rendait dingue. ça rendait fou. On peut pas dire quand même que Cody Rhodes, il avait pas la classe en costard. Mais Cody Rhodes, au moins, il maintient ce truc-là, il a la classe. Voilà. Voilà. Et que, du coup, comme quand il catche pas, tu le vois en civil hyper classe, le mec fait champion du monde, et dès que t'arrives à un pay-per-view, justement, là, le pay-per-view hyper sensible contre Sami Zayn, il y avait Gunther dedans, il a un outfit, c'est un dieu, il est sublimissime, parce que du coup, t'as le parallèle entre le champion classe en civil et le super-héros qui vient, qui est champion du monde et qui a la classe. Puis je rappellerai un truc par rapport au tournoi que je voulais dire parce que après on est parti sur autre chose par rapport au tournoi. Je rappellerai quand même à TKO parce qu'ils sont pas au courant que l'un des plus grands matchs de l'histoire de Raw, c'est dans un tournoi. C'est Shawn Michaels, Shelton Benjamin. Et c'est un tournoi. Parce que là, les gens, ils adoraient Shelton Benjamin, ils adoraient Shawn Michaels, et pour faire un impact et pour pas que les gens soient déçus, t'as dû faire un finish de malade. Parce que, justement, les gens n'avaient pas envie de voir Shelton éliminé, n'avaient pas envie de voir Shawn Michaels éliminé, et les gens étaient à fond dedans. Il fallait donner une dinguerie. Un tournoi par élimination, si c'est bien fait, t'as même pas besoin de raconter. Juste, tu laisses les mecs dans le ring. T'as même pas besoin, je parle de faire de storyline. Tu laisses les mecs dans le ring balancer du catch. Mais c'est le truc qui fait que, après, c'est pas dérangeant en soi, parce que c'est un produit différent. Moi, y a pas de souci là-dessus. WWE, ils ne veulent pas que ce soit raconté visuellement par le ring. Oui, il faut toujours qu'il y ait une histoire, toujours un storyline, toujours machin. C'est pas dérangeant en soi, hein. Mais, même pour eux, booker justement des nouvelles stars et des gens plus bas dans la carte, faire des affiches intéressantes avec des matchs accrochés ou ce qui se raconte dans le ring, t'attires les gens. Et ça donne pas un truc, je suis désolé, je l'avais dit durant le live, c'est un tas que j'ai déjà dit, ça donne pas Ricky Saint contre Trick Williams en Arabie Saoudite où tout le monde s'en bat les couilles. Oui. Parce que, en fait, les mecs, on les connaît pas. Tu vois, Trick Williams, ça commence seulement. Et qui personne ne connaît, c'est son premier match en pay-per-view. Il y a zéro. L'histoire, elle est pas intéressante. C'est un truc court. Il y a pas un truc qui te hype. Et du coup, il fallait peut-être leur donner un crédit pour leur faire un bon truc. Mais comme c'est pas leur manière de faire, et ben, ça donne un match en DAC, t'aurais pu voir en weekly. Et en fait, ça investit personne. Ouais, parce que c'est ça. Je suis d'accord. Mais l'investissement, c'est ce qui est le plus important. Oui. Et moi, je sais que quand tu m'en parles, quand tu me parles de l'AEW, quand tu me parles des New Japan, ce qui est le plus impressionnant et ce qui est le plus intéressant, c'est ton investissement. T'es pas en train de me dire, ah, le match, il était bien. Tu vois, un truc lambda. Bah, évidemment, le match était bien, mais par contre, il y a tout qui accroche, ce que tu me dis, tu me le vends. Oui. Tu vois? Alors qu'en fait, si on va regarder le pay-per-view, je commence à être fatigué. Un pay-per-view lambda de la WWE, je vais dire, tel match là, ouais, il était bien. Mais en fait, comme il n'y a pas d'aboutissement, c'est juste un mec qui a battu l'autre, que la storyline elle est nulle, et qu'à la fin, on s'en fout de la victoire, parce que la victoire ne compte pas. Déjà que par exemple, que la AEW, je sais pas s'ils le font toujours. Là, ils mettent plus le record, parce que c'était compliqué à boucler, ils mettent plus le record. Mais ça, c'était bien. Bah, après, je comprends. Maintenant, c'était bien au début. Après, avec les années, ça devient compliqué parce que AEW, là, on a l'impression que je fais que de les déifier et qu'il n'y a pas de critique et pas de défaut. Si, il y en a. Parce que justement, comme c'est une fédération qui a été basée sur la compétition, quand il y a un catcheur, même s'il est extraordinaire, c'est le cas de Bandido, qui est le catcheur mexicain masqué, le meilleur du monde aujourd'hui. Ouais. Dans sa qualité in-ring, de ce qu'il fait, il est extraordinaire. Mais le mec, là, on enchaîne 4 ou 5 pay-per-view où il est challenger pour un titre, peu importe lequel,
Oui, ça va. Mais il a fait que de perdre. Ça va lui rajouter des défaites. Mais il a fait que de perdre, mais du coup, le mec arrive toujours à avoir un title shot, ce qui est pas logique. Donc du coup, ça a un défaut de booking. Avec le avec le principe de record, ça, ils auraient pas pu le faire. Ouais, non, mais donc, après... ça te libère quand après, même. C'est le truc de record, moi, je trouve que c'était... Le principe est bien, mais l'application est compliquée. C'était peut-être bien au début. Ouais, voilà. Après, maintenant, la fédération, elle a 10 ans. Peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Non, elle a 7-8 ans. 7-8 ans. Bon, 10 ans, 8 ans. Mais je veux dire, pour le début, c'est bien. Ça permet de te classer, de voir un peu quand tu connaissais pas les mecs de la fédération, les catcheurs, ça te permet un petit peu de les... Tu te dis, ah putain, celui-là, attention, il est dangereux, il a gagné 10 fois de suite. Ou une défaite en 10 matchs. Maintenant, après, avec les années, les gens qui suivent la EW connaissent les catcheurs. Il faut toujours des petits encarts comme ça dans leur présentation qui sont des fois très marrants parce que des fois c'est juste des anecdotes de cons. Mais par exemple, quand le mec là, il arrive en tant que il a eu son momentum, il arrive, c'était pour le cas pour Darby Allin, quand il a affronté MJF, dans son encart, c'était écrit le mec était à 12 victoires d'affilée. Ouais, oui. Donc ils te le mettent quand même, ils te font un rappel quand c'est intéressant et que le mec a pris du momentum pour te rappeler que le mec est pas juste un loser. Ou que le mec sort de nulle part pour avoir son title shot. En général, c'est pas le cas. Sauf dans la mid-card, ça arrive, effectivement, Bandido, là, il a beaucoup trop de matchs de championnat pour toutes les défaites qu'il a eues. Mais le truc, c'est qu'on l'oublie dès qu'on a vu le match. Parce qu'en fait, comme le mec, il va être... Parce que comme c'est une fédération basée quand même sur le catch in-ring, de mixer le C à travers le monde, et ben en fait, comme t'as regardé un banger absolu, en fait, tu t'en fous. Comme oui, mais ça, ils ont compris qu'il fallait faire ça. Oui, ils ont compris. Et que du coup, ils se permettent, je sais qu'il y a des gens qui sont gavés des dream match, des affiches. Je trouve que AEW, c'est énorme ce qu'ils font avec ça. Je pense qu'en fait, les gens, moi je pense ils ont été trop éduqués par WWE. Non, mais je pense qu'aussi, il y a toujours ce problème qu'on a déjà dit et qu'on va redire parce qu'on va s'approcher tout doucement de la fin de l'émission parce que malheureusement ce soir j'ai un peu moins de temps. Mais il y a toujours le problème de se dire que si tu regardes le show en direct, t'es pris dedans, t'es à fond. C'est génial. Quand tu regardes le show après et que tu sais que le match dure 45 ou 50 minutes, moi je continue à dire que ça t'enlève de... Quand tu sais la durée du match... Je pense qu'il y a une majorité de gens qui sont comme ça, ouais. Pas tout le monde. Parce que moi, par exemple, ça m'a... Parce que moi, je suis peut-être un peu fan... Parce que je suis trop fan du ring, voilà, j'ai pas la même approche. Pareil. Du coup, même si on me spoil le match et qu'on me dit qu'il est long, mais je vais quand même m'appliquer parce que je connais les mecs et tout ça. Oui. Quand moi, ce sera mon fer de bataille, j'arriverai à faire regarder des shows complets à AEW à Thomas à l'occasion. Et un jour, on y arrivera. Du coup, on essaiera de les regarder dans les conditions du direct, voilà. Pas qu'ils soient bloqués par ce détail. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me dis, moi, alors c'est peut-être un truc qui touche à d'autres personnes, dites-le moi dans les commentaires. Ça touche d'autres gens. Mais moi, quand tu me dis, waouh, t'as vu le move? Oui, d'accord, le move, il est exceptionnel. Seulement, c'est la 7e minute du match, je me dis que le match, il durait 52 minutes. Donc même si le move, il est exceptionnel, je peux pas être pris dedans, parce que je sais qu'il va continuer. Mais c'est pour ça que tu t'en es témoin, je t'ai déjà fait montrer des matchs de WWE sans me dire, ou de New Japan, surtout de New Japan, sans me dire. Je te dis, il faut que tu regardes le match avec moi. C'est ça. Et je te dis pas combien de temps ça dure, et t'arrives à être impliqué. C'est ce qu'on avait fait quand tu m'as montré Yota Tsuji. Et quand je t'avais vu, et le truc où je t'avais montré, et je m'en souviens parce qu'on l'avait regardé chez toi, c'est quand je t'avais montré justement Kenny Omega, lui il au Japon. Au pour le retour de Kenny Omega, je t'ai pas montré le temps. Et t'as été abasourdi. Voilà, parce que c'est génial. Mais c'est vrai qu'après, je me dis ça peut-être, c'est pour ça que les gens ils disent oui, banger, c'est génial. Mais d'un autre côté, c'est un peu long. Mais quand tu le regardes en direct, c'est pas pareil. C'est comme... surtout qu'encore une fois, c'est ça qui est ambivalent entre les deux produits. C'est que personne, si quelqu'un me dit bah non, ça passe crème. Je suis désolé, un pay-per-view WWE, il y a que 5 matchs, t'as l'impression de rester 8 heures devant la télé, parce que t'as les pubs, parce que t'as les entre-matchs qui durent 25 plombes, t'as les machins. Donc du coup, c'est mieux à regarder en replay. Sur des pay-per-view, oui, je suis d'accord. Après, sur des pay-per-view. AEW et New Japan, c'est pareil. Quand tu regardes leur pay-per-view, mais il y a que du pay-per-view. Ça s'enchaîne. Ouais. T'en as pas de temps d'attente, tout s'enchaîne. Comme avant à la WWE. Comme avant. Parce que moi, ce qui me manque à la WWE, c'est ces encarts où des fois, entre les matchs, t'avais un segment backstage qui était drôle. Oui. Ça, tu l'as plus. Oui, mais ça durait 3-4 minutes. C'était bien. Content, ça te faisait une pause. Là, maintenant, t'as la pub sur Hogan. Voilà, ou t'as la pub sur n'importe quoi. Et tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles, ou t'as justement une pub avec des catcheurs comiques, mais pour vendre un produit. Ouais. Otis qui se rase les poils. Tu vois. Ou Elena qui va faire yeah avec Steve Misch dans les mains, tu vois. Je m'en branle. Je le skip. D'ailleurs, Elena... C'est pour ça que WWE, moi, je prends encore du plaisir à regarder WWE, je le dis. Des fois, je m'énerve, mais souvent, je prends plaisir à quand même regarder les matchs parce que quand je regarde, je ne regarde que les matchs. Oui, c'est bien que... Non, mais le replay, c'est vachement bien pour ça. Bien sûr. Alors que que ce soit New Japan ou AEW, je préfère regarder dans les conditions du direct parce que du coup, je vais être happé par comment ils vont enchaîner les matchs,
Comment ils vont raconter, comment ils vont faire les pauses à certains moments, à quelle place va être placée à tel moment dans la carte, machin. Mais moi, c'est pareil dans ce que tu dis. Moi, par contre, si je veux regarder le show WWE le lendemain, faut pas que je me sois spoilé. Parce que si je suis spoilé, j'en ai rien à foutre. Tu regardes même pas du tout. J'en ai rien à foutre. Oui. Une fois que c'est comme regarder un match de foot quand tu connais le score. Oui, mais WWE, moi par exemple, je regarde après être spoilé, mais c'est pour la chaîne. Mais toi, c'est pas pareil. C'est pour la chaîne. T'as une plus grosse capacité à regarder du catch que moi. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais il y en a d'autres, même dans les récents, parce que c'est ça qui est bien, c'est que je suis totalement d'accord avec toi, et on en a déjà beaucoup parlé avec les gens en live et tout, que le temps, quand on le sait à l'avance, ça peut bloquer beaucoup de gens. Mais il y a d'autres gens qui sont nouveaux dans le monde du catch ou récents. Notre modérateur principal, notre ami Loman, le mec, il me demande des conseils de match, je lui donne ou machin, il voit le temps. Ça n'empêche pas de regarder. Mais parce que lui, c'est pas pareil. Il est ouvert à toute découverte. Oui, voilà, c'est ça. Il est très, très bon public pour découvrir des choses. Il est très ça qu'il y a les deux. Il y a les deux prismes. Mais par exemple, l'Ironman match d'1 heure de Shawn Michaels, je l'ai vu une fois, j'aurais du mal à le regarder une deuxième fois. Même si c'est un banger. Mais en fait, tu sais que ça dure 1 heure. Donc après, moi, j'arrive. Tu viens de me donner une idée, parce que comme on est là, vous voyez, on est en talk libéré total. Est-ce que, parce que je vais vous faire de plus en plus de bonus, comme ça pour les membres sub de la chaîne, pour moi aussi, parce que ça me fait grave plaisir de faire ça, parce que j'ai envie de parler plein de choses qu'on peut pas forcément parler dans les vidéos du lundi. Est-ce que vous êtes intéressé justement par des analyses de matchs complets, dans des matchs légendaires, toutes fédérations confondues? Parce que justement, l'Ironman match, je pourrais faire une vidéo dessus pour décrire pourquoi il est génial et pourquoi il faut au moins le voir une fois. Oui. Même s'il dure 1 heure et qu'on se dit putain j'ai pas envie de me mettre 1 heure devant un match, et ben d'essayer de faire comprendre pourquoi il faut se mettre devant cette heure-là. Tu vois ce que je veux dire? Dites-le dans les commentaires si vous êtes intéressé par ça. N'hésitez pas les amis à en parler. Parce que c'est intéressant justement, ce serait du contenu. Puis c'est du contenu que je pourrais même faire moi en fait. Même commenter un match de temps en temps ou commenter le meilleur match de Goldberg. Pourquoi il fallait absolument voir ce match. Mais oui, ça pourrait faire un bonus pour toi pour un match qu'a marqué Thomas et que Thomas, lui, va vous en parler dans sa manière de voir le catch. C'est ça. On pourrait faire chacun des petits bonus comme ça si vous êtes intéressé. C'est ça. Ouais. Comme j'ai toujours en projet l'histoire un petit peu du cinéma et puis catcheur, ça m'intéresse toujours. C'est juste une question de temps pour l'instant, mais j'espère pouvoir améliorer tout ça. Et pareil, redites-moi, pour ceux qui l'ont pas vu parce que c'est sorti en bonus, pas dans les horaires normales, si vous nous avez écouté jusqu'au bout, est-ce que ma vidéo de ceux qui l'ont vu, de l'introduction du G1 Climax de cette année, vous a donné justement envie de vous y intéresser et de voir, parce que justement, même si c'est un truc basé sur la compétition où il n'y a pas de storyline segment à la Raw, SmackDown et tout comme ça, je vous ai donné le contexte et un peu les storylines qui sont autour de certains catcheurs pour vous donner le truc, comment ils vont raconter une histoire autour d'un catcheur basé sur la compétition. C'est vrai que c'est un très bon exemple pour ça, la New Japan. Au top. Messiah, je te remercie. Je suis désolé, hein, on arrive sur la fin tout doucement. C'était très sympa. On a pu parler un peu de plein de choses. Finalement, on n'a pas trop répondu à des questions, mais on s'est posé plein de choses et j'ai bien aimé. Bon, en fait, c'était un petit talk couvert. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 d'Hulk Hogan, où là, ça va être la Hulkamania. Tu vas très certainement faire une review de la partie 2 de la journée 2 et 3 du G1 Climax. Je ferai en bonus. Le live que tu vas faire mardi, ce sera pas ça? Si, ce que j'allais dire, je le ferai durant le live, de parler de la review du show avec les gens qui l'ont regardé avec moi. Donc si vous êtes intéressés, venez voir. Par contre, pour ceux qui ne peuvent pas suivre les lives, qui n'ont pas envie d'attraper les replays, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos de review des shows du Climax en solo. Voilà, comme ça, dans ton live, tu parles un peu de tout, et quand tu fais les reviews, enfin, tu fais comme tu veux, de toute façon. Comme les gens, ils veulent. Ouais, voilà, pour le coup. Parce que là, moi, j'aime bien faire mes reviews sur mes lives. C'est vrai que là, par contre, les gens qui veulent qu'on parle un peu de tout, ça risque d'être compliqué de couvrir et le Climax et les actus. Ah, tu feras pas les résultats de Raw? Ça peut être complexe, en fait. Surtout que si tu pars encore une fois avec les gars qui t'ont vu le show avec toi et que ça commence à partir dans la folie, la review elle va durer 3 heures et t'auras pas eu le temps de parler d'autre chose. Voilà, c'est pour ça. Donc peut-être que en parler vite fait où je demande l'avis des gens sur justement les shows qu'on a vus, de sortir 1 ou 2 matchs comme ça, on a l'avis de la communauté. Mais par contre, si vous voulez que je vous fasse des reviews complètes des matchs bloc par bloc, je le fais. Ouais. Alors là, les gars, la balle elle est dans votre camp. N'hésitez pas à répondre à Messiah. Ceux qui ont envie, demandez-moi pour rejoindre le Discord. Ceux qui ont envie de rejoindre le Discord, je vous mettrai le lien.
N'oubliez pas. Merci. Qu'aussi les émissions sont disponibles sur Spotify. On commence tout doucement à avoir un petit peu de monde qui nous suit aussi là-dessus. Donc si des fois vous n'aimez pas forcément YouTube, les émissions sont disponibles sur Spotify, mais un peu plus tard. En différé. En différé, mais elles seront toutes disponibles tôt ou tard. Mais venez quand même sur YouTube, cliquez, likez. Ouais, parce que de toute façon, vous n'êtes pas prêts la vidéo qu'on enregistre aujourd'hui sur Spotify, elle y sera dans perpète les oies, hein. Ça va être dans 2-3 mois, hein. Là, pour l'instant, je crois, la dernière émission sur Spotify est disponible sur Spotify. La dernière qui va arriver là, sur la fin du mois, ça va être Sting. Donc, tu vois, il y a quand même du chemin. Mais Zaya, je te remercie, c'était très pertinent, c'était très sympa, j'ai adoré. Bah, merci à toi aussi, et toujours très content de discuter. Moi aussi, c'est toujours agréable. Eh ben, merci à tous les amis, et je vous dis à très bientôt. Salut!